L'histoire commence en disant qu'après avoir anéanti le roi démon dans un autre monde, il est devenu un héros qui a apporté la paix à tout le continent. Ce héros a dit qu'il pouvait enfin retourner dans son monde d'origine, mais c'est alors que Dieu lui a parlé. Dieu a expliqué qu'une fois de plus, il l'avait choisi pour sauver ce monde, mais le héros s'est plaint que c'était toujours Dieu qui décidait pour lui. Il se sentait piégé dans un cycle, passant d'un monde à l'autre sans pouvoir choisir, et a dit que cette fois, il voulait vraiment rentrer chez lui. Dieu a confirmé qu'il le renverrait, et le héros a commenté qu'il avait passé 20 ans à voyager à travers d'autres dimensions, à travailler sans arrêt, et a demandé s'il ne méritait pas une récompense, comme garder ses souvenirs, par exemple. La déesse est alors apparue et a dit que pendant qu'il était dans ce monde, le temps dans son monde d'origine était complètement gelé. Cela signifiait que même sa durée de vie n'était pas affectée. Donc, en pratique, il n'avait rien perdu. Le héros a accepté, a dit qu'il allait bien et a demandé seulement à être renvoyé bientôt. La déesse lui a demandé de ne pas s'inquiéter, lui a assuré qu'il serait récompensé pour le temps et les efforts qu'il lui avait consacrés, et a dit qu'elle lui donnerait sans aucun doute un fragment de divinité, un morceau de son pouvoir. Avec cela, ses choix pourraient affecter le cours de toutes les dimensions, et il aurait le pouvoir de changer le monde. Le héros, toujours confus, a demandé s'il pouvait au moins avoir un indice, mais la déesse a refusé. Il s'est plaint, disant qu'elle était toujours compliquée et lui a demandé de laisser au moins les souvenirs d'un seul monde. Ignorant sa requête, la déesse l'a repoussé, et il a encore essayé de dire qu'il n'avait pas fini, mais il a été téléporté loin. La déesse observant tout a dit qu'elle continuerait à veiller sur son nouveau voyage dans le monde où tout a commencé, où son destin serait décidé. Il a été ramené dans sa dimension d'origine et s'est réveillé dans son propre lit avec une lumière vive sur son visage. Il se sentait étrangement mieux. Quand il a regardé sa montre, il a vu qu'il était 9 heures du matin et a réalisé qu'il était en retard pour le travail. Il a couru hors de la maison, et le manager lui a dit qu'il ne pouvait pas continuer comme ça. Julion s'est excusé, mais se sentait épuisé, pensant qu'il voulait au moins un jour dans sa vie qui ne soit pas misérable. Il se demandait pourquoi sa vie devait toujours être si difficile. Il savait qu'avec ce travail, il ne pourrait jamais payer son loyer, et il ne voulait pas rester là longtemps non plus. Il pensait que s'il était au moins une personne éveillée, peut-être que les choses seraient différentes. C'est alors qu'une fenêtre système est apparue devant lui, brillante, l'informant qu'il possédait un trait unique appelé maître des capacités. Julion était choqué. Il a été expliqué que les éveillés, également appelés utilisateurs, sont apparus après qu'un jeu de réalité virtuelle de type fantastique soit devenu réel il y a 5 ans. Depuis lors, des champs mystérieux ont commencé à apparaître à travers la Terre, des endroits où des monstres sont nés. Les chasseurs et les éveillés sont entrés dans ces camps pour vaincre les créatures, gagner des niveaux, gagner en puissance et en récompense. C'est pourquoi tout le monde voulait devenir un utilisateur, même au risque d'affronter l'inconnu. Cependant, tous les utilisateurs n'ont pas eu de chance. Certains se sont réveillés avec des traits de haut niveau dès le départ, d'autres pas. Parmi eux se trouvaient les plus grands du monde, et le premier à atteindre le niveau 70 était Mohamed, qui possédait un trait unique appelé langue de dragon. Un jour, Mohamed a publié une vidéo sur sa chaîne. Au début, les gens regardaient juste par curiosité, mais la vidéo est devenue virale dans le monde entier. Personne ne pouvait s'arrêter de regarder. Dans celle-ci, Mohamed est apparu devant divers ennemis et les a vaincus comme s'il n'était rien. Sa magie ressemblait à quelque chose sorti de la fiction. Son pouvoir était si irréel que beaucoup en doutaient. Dans la vidéo, il a invoqué une véritable pluie de météorites. Les gens se demandaient s'il était vraiment seul face à un champ de niveau A et si quelque chose de ce niveau était même possible. Même au niveau 70, les météorites massives ont tout détruit sur leur passage. Même les monstres capables de dévaster des villes n'ont pas pu résister. Après tout, comment une créature pourrait-elle résister à la force de la nature elle-même? À la fin de la vidéo, Mohamed a révélé qu'il s'agissait d'une compétence de rang SS appelée pluie de météorites. Il a également dit qu'à partir de cette semaine, si quelqu'un était capable de lui montrer quelque chose de vraiment spectaculaire, il recevrait un artefact en récompense. L'objet était l'anneau élémentaire, le premier et unique artefact de rang SS jamais trouvé. Tout utilisateur de type magie tuerait pour un de ceux-ci. Certaines personnes ont commenté que tout cela n'était qu'un petit spectacle de Mohamed, mais même ainsi, le prix qu'il offrait était trop important. Cette femme a commenté qu'il ne donnerait certainement pas un artefact de rang SS à n'importe qui. Il semblait absurde d'imaginer qu'il donnerait réellement quelque chose d'aussi rare. De plus, l'objet ne serait utile qu'à ceux qui utilisaient la magie, et les conditions ne seraient jugées que par Mohamed lui-même. Elle a dit que c'était totalement subjectif. Personne ne savait ce qu'il trouverait intéressant. Au fond d'elle, elle était remplie d'envie et a avoué qu'elle détestait ce salaud. Cela semblait trop injuste. C'est ainsi que Mohamed est devenu célèbre dans le monde entier. Bien sûr, cela a suscité l'envie de tout le monde. Sa vidéo est rapidement devenue la plus regardée de la planète. Cela ressemblait à une histoire tout droit sortie d'un autre monde, mais ce qui s'est passé ensuite était encore plus incroyable. Un garçon inconnu a simplement utilisé la compétence de pluie de météorites à main nue, sans bâton, sans sceptre, et a tout détruit autour de lui. Puis il s'est tourné vers Rama et a commenté que la compétence était vraiment puissante. La personne qui a enregistré la scène a posté la vidéo, qui est devenue virale encore plus rapidement.
Le monde entier était en état de choc. Beaucoup ont commencé à dire que Mohamed avait été surpassé par ce garçon. Il est ensuite expliqué que lorsqu'un utilisateur s'éveille, il reçoit un trait unique. Chaque trait accorde des effets spécifiques et des capacités différentes comme s'il s'agissait d'une classe de jeu. Certains des traits les plus célèbres au monde sont la langue de dragon, le miracle, la régénération et le finisseur. Ceux qui ont la langue de dragon deviennent des mages extrêmement puissants avec la puissance d'un dragon. Les utilisateurs avec le trait miracle peuvent guérir et même ramener quelqu'un à la vie. Ceux qui ont la régénération sont capables de se remettre de toute blessure, même de régénérer les membres perdus. Les finisseurs, d'autre part, sont des guerriers qui peuvent vaincre n'importe quel ennemi avec une précision mortelle. Pendant ce temps, Juillon essayait de comprendre ce que signifiait son trait appelé maître des capacités. Il s'est précipité vers son ordinateur et a commencé à faire des recherches désespérément. Il voulait savoir ce que faisait ce trait. Il savait que plus la classe du trait était élevée, meilleures étaient les capacités qu'il accordait. Les traits allaient du rang FOSS, avec SS étant le meilleur. Quand il a ouvert sa fenêtre d'état, il a vu que son trait était de rang X. Il pensait que c'était insensé car il n'avait jamais entendu parler de ce rang auparavant, mais quand il a regardé ses propres attributs, il a été déçu. Ils étaient tous à 1. Il s'est dit que même les personnes qui ne sont pas éveillées ont plus que ça. Il était un échec complet. Malgré tout, il avait maintenant accès à une capacité spéciale. Pour le moment, cela lui accordait 2 effets. Le premier s'appelait revenu passif, qui lui donnait 10 SP toutes les 24 heures. Au total, il avait 100 SP accumulés. Le deuxième effet lui permettait d'utiliser n'importe quelle compétence tant qu'il l'apprenait. Juillon se demandait s'il n'avait que ces 2 effets, mais s'est vite rendu compte d'un autre détail. Il aurait besoin de livres de compétences pour apprendre les techniques, ce qui l'a dérouté. Il n'avait également aucune idée de ce qu'était le SP. Il commençait à douter que cette lignée soit bonne ou non. C'est alors qu'une fenêtre système est apparue devant lui, l'informant du début d'une mission tutoriel. Sa tâche était simple, copier une compétence en utilisant la compétence appelée copier des compétences. La récompense serait de 20 SP dans une vidéo de l'événement. Il a été expliqué que la compétence de copie lui permettait de dupliquer n'importe quelle technique, mais elle serait supprimée à la fin de la journée. Cependant, il avait également une autre compétence, restaurer les compétences, qui pouvait récupérer n'importe quelle compétence déjà copiée, également pour une seule journée, au prix de 5 cents SP. Juillon a trouvé tout cela étrange. Il n'avait jamais entendu parler d'un être éveillé recevant une mission tutoriel. Il se demandait où il pouvait copier une compétence en toute sécurité puisqu'il avait tous ses attributs à 1. S'il sortait sur le champ de bataille, il demanderait à mourir. Malgré tout, il a décidé de vérifier quelques compétences par curiosité. Quand il a regardé à nouveau la vidéo de Mohamed, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le système a affiché sa compétence, pluie de météores, classée rang SS. La description disait qu'elle invoquait 20 météores, plus un météore supplémentaire pour chaque tranche de 10 points de magie. La condition était d'avoir 20 de magie et un coup de 100 mana. La puissance de la compétence augmentait de 50% si l'utilisateur avait un attribut de rang S ou supérieur. L'événement tutoriel est apparu devant lui. À l'intérieur de cette carte spéciale, il a reçu 9,99 tonnes de points de statut supplémentaire temporaire. Le système lui a alors demandé s'il souhaitait copier la compétence pluie de météores. Julien était surpris, se demandant si cela fonctionnait vraiment grâce à une vidéo. C'est alors qu'il a enregistré le tout et l'a publié sur Internet. De l'autre côté du monde, Mohamed venait de regarder la vidéo. La secrétaire lui a demandé s'il avait vraiment l'intention de donner la bague à ce garçon. Mohamed a répondu que les chances que quelqu'un ait une compétence identique à la sienne entre les mains étaient presque nulles. La secrétaire a fait valoir qu'il existait de nombreuses compétences similaires, mais Mohamed a insisté, disant que si c'était vraiment un rang SS, ce serait quelque chose d'exceptionnel. La secrétaire a commenté qu'il n'y avait aucun moyen de le savoir. Il pourrait juste s'agir d'une variation avec des effets secondaires. Même ainsi, Mohamed a affirmé que le trait du garçon était au moins de rang SS. Il lui a ordonné de remettre la bague avec sa carte, mais de garder ses distances pour le moment. Il lui a demandé de dire au garçon que c'était un cadeau de quelqu'un qui voulait être son ami un jour. Pendant ce temps, Julian était au travail et réalisait que la vidéo devenait incroyablement virale. Il pensait que même le système l'avait fait pour lui, l'enregistrant et la publiant automatiquement. Il pensait qu'il pourrait peut-être s'enrichir grâce à cela et devenir extrêmement puissant. Alors qu'il divaguait, une petite fille est apparue à la caisse, l'appelant. Mais Julian n'y a pas prêté attention, toujours sous le choc de tout ce qui se passait. Un homme a crié pour lui, disant que sa fille essayait de dire quelque chose, alors Julian a répondu qu'il serait tout de suite avec eux. Plus tard, soupirant d'ennui, il pensait qu'il ne recevrait probablement aucun objet de rang SS. Mais si par miracle cela arrivait, il pourrait même faire une pluie d'argent et ne plus jamais avoir à travailler. Il pensait qu'il pourrait même être capable de surpasser Mohamed. Jusqu'à récemment, cela semblait impossible, mais maintenant il croyait vraiment qu'il avait une chance. C'est alors que Joyant a reçu une notification de Mohamed lui-même disant qu'il recevrait bien l'anneau élémentaire. Il a ensuite été complètement choqué de découvrir que la secrétaire de Mohamed l'avait contacté directement. Il avait bel et bien reçu la bague,
escorté jusqu'à l'endroit pour la recevoir personnellement. Même ainsi, il était toujours abasourdi. Quand il est rentré chez lui, il était toujours stupéfait, se demandant si la bague était réelle. Le système a confirmé qu'il s'agissait de l'anneau élémentaire de rang SS. Les capacités de la bague étaient impressionnantes. Elle accordait 30 points de magie supplémentaire, 5 cents de mana supplémentaire, 10% de régénération de mana supplémentaire, 20% de puissance supplémentaire aux compétences, réduisait le coût du mana de 10%, récupérait 2% du mana pour chaque créature vaincue, et donnait même 10 de magie supplémentaire si l'utilisateur avait un trait de rang SS ou supérieur. Julian pensait que c'était complètement faux. Il ne devait pas simplement rester là. Il devait agir. Il avait besoin de trouver un camp immédiatement, mais quand il a regardé sa fenêtre de statut, il a vu qu'ils étaient tous encore réglés sur un. C'était impossible. Avant d'aller dans un camp, il avait besoin d'une armure, mais pour cela, il avait besoin d'argent. Il pensait que les vues de la vidéo lui donneraient peut-être l'argent dont il avait besoin, mais il s'est alors souvenu qu'il n'avait pas encore vérifié sa chaîne pour la monétisation. Il n'était pas prêt à révéler son identité au monde. Il a commencé à se demander s'il y avait une autre façon. C'est alors qu'il a vu un post très intéressant. Il a découvert que les compétences de guérison étaient une véritable mine d'or. Si quelqu'un devenait un guérisseur d'urgence au sein d'un camp, il pourrait gagner beaucoup d'argent. De tels utilisateurs étaient constamment demandés. Julian a conclu que cela pourrait être parfait pour lui, alors il est allé dans un parc juste pour attirer l'attention des gens. Mais apparemment, personne ne l'a approché. Personne n'a essayé de prendre contact. Julian a commenté que la prochaine fois, il prendrait quelque chose pour passer le temps. C'est à ce moment qu'un homme éveillé est apparu portant une autre personne qui saignait dans ses bras. Julian était là à tripoter son téléphone portable lorsque la personne éveillée s'est approchée de manière intimidante. Julian a même eu peur, et l'homme l'a juste regardé fixement jusqu'à ce qu'il lui dise d'utiliser la compétence tout de suite. Julian était agacé, trouvant l'homme impoli, et pensait que même si vous êtes pressé, vous ne parlez pas comme ça à quelqu'un que vous venez de rencontrer. Cela lui rappelait son ancien emploi au dépanneur, où il traitait tout le temps avec des gens peu commodes. Il a failli répondre de la même manière, mais avant qu'il ne le fasse, le chasseur a offert 20 millions à l'avance. Julian a accepté sur le champ et a ordonné à la femme de s'allonger afin qu'il puisse la soigner. Mais le moment venu d'agir, il s'est senti dégoûté. Le chasseur avait remis le bras en place et avait ordonné à Julian de le guérir. C'était comme quelque chose sorti d'un film, mais il a décidé d'essayer quand même. Il a utilisé sa compétence de guérison légère de récupération de rance et a commencé son travail de guérisseur. Plus tard, il était chez lui soulagé d'avoir réussi à terminer le travail. 2 autres clients se sont présentés plus tard, et s'il n'avait pas eu la bague avec la régénération de mana, il aurait eu de sérieux problèmes. Il se demandait ce qui était arrivé à ces gens et quel genre de domaine c'était, mais une chose était sûre. Il avait trouvé le meilleur travail possible. Il était sur le point de devenir riche. Maintenant qu'il avait de l'argent, il a commencé à réfléchir à ce qu'il devait faire. Investir dans l'immobilier, se lancer dans les crypto-monnaies, ou peut-être simplement en profiter pour le moment. Mais il s'est souvenu qu'il avait encore besoin de SP pour augmenter sa puissance. Le système l'a alors informé que la prochaine mission de tutoriel était d'augmenter sa soustraction liée au revenu passif. Le revenu passif était l'un des principaux moyens pour un utilisateur de compétences d'obtenir du SP, donc augmenter ce revenu devrait être sa priorité afin de grandir. La récompense pour la mission serait un autre 100 SP et une nouvelle soustraction de la compétence principale. Julian a compris que son trait évoluerait en niveau à mesure qu'il gagnerait de nouvelles soustractions. Pour améliorer son revenu passif, il avait besoin de 100 SP. Et puisqu'il gagnait 10 par jour, tout ce qu'il avait à faire était d'attendre encore 3 jours pour terminer cette mission. Il l'a vu comme une mission gratuite puisque ce qu'il dépensait, il le regagnerait, en plus de la nouvelle soustraction. Il a décidé qu'il devait accomplir cette tâche. Pendant qu'il attendait, on a frappé à la porte, et c'était le service d'étage. Julian était heureux qu'il soit enfin arrivé. Il méritait de profiter de l'argent. Plus tard, il était allongé sur le canapé à regarder la télévision et à manger un festin. Julian, tout en regardant diverses compétences de rang S à la télévision, a conclu que les copier comme ça n'avait aucun sens, car elles disparaîtraient à minuit. Pour les utiliser efficacement, il aurait besoin d'une vidéo à laquelle il pourrait accéder quand il le souhaiterait. Il a remercié mentalement Mohamed d'avoir révélé sa capacité publiquement. Il pensait qu'il avait été un véritable ange dans sa vie, mais il se demandait s'il serait capable d'acquérir des compétences de manière permanente à mesure qu'il progresserait dans les rangs. Il a donc commencé à organiser une playlist de compétences qu'il pourrait copier à l'avenir. Il en a trouvé une pour renforcer le corps qu'il a trouvé intéressante et une autre pour la magie de la téléportation, qu'il a également ajoutée à la liste. Après avoir mangé tout ce qu'il pouvait, Julian était pratiquement enceinte de nourriture. Il s'est dit qu'il s'était même inscrit auprès de l'association des utilisateurs en tant que guérisseur, car c'était un moyen facile de gagner beaucoup d'argent. Avec ses compétences de guérison, sa magie de bœuf, il pensait que la seule chose qui manquait dans sa vie était une femme. Le lendemain, à sa grande surprise, une femme est effectivement apparue. C'était celle même qu'il avait aidé en remettant son bras en place, et elle était là pour le remercier personnellement.
Juyoung a été complètement choqué quand il l'a vue, et elle lui a demandé s'il ne se souvenait pas d'elle. Il a répondu que, bien sûr, il le faisait, mais il pensait qu'elle était trop jolie pour avoir une quelconque relation avec lui. Elle a expliqué qu'il y a quelques jours, elle avait été emmenée chez lui par son propre frère qui l'avait amenée pour un traitement. C'est alors que Juyeon a réalisé qu'ils n'étaient pas petit ami et petite amie comme elle l'avait pensé, mais frère et sœur. Elle le remercia sincèrement, disant que sans lui, elle serait probablement morte. Elle lui demanda s'il faisait partie d'un groupe, et Juyeon répondit que non. Alors elle voulut savoir s'il était dans une guilde, et encore une fois, il dit non. Elle s'excita, disant que c'était parfait car son groupe avait besoin d'un soigneur temporaire en ce moment. Juyeon pensa que tôt ou tard, il devrait lui-même aller à la campagne, alors cela semblait être une bonne opportunité. Elle suggéra que s'il avait du temps libre, il pourrait sortir prendre un thé ou un café, discuter et aussi lui demander son numéro pour enregistrer le contact. Juyeon accepta avec enthousiasme, mais avant qu'il ne puisse continuer, ils entendirent un cri. C'était une autre personne qui s'approchait avec quelqu'un de blessé dans ses bras. Ne voulant pas arrêter de parler à la femme, Julian alla vers l'homme blessé, le soigna rapidement et reçut un paiement. Quand il revint, il s'excusa, disant que son niveau était trop bas pour rejoindre un groupe. Mais elle expliqua que son groupe avait plusieurs membres de rang S et qu'elle-même était une mage de rang S, donc elle pouvait facilement le porter. Malgré cela, Juyeon, le cœur lourd, ramassa ses affaires et partit. Il venait de réaliser qu'une personne de rang S avait failli être tuée dans ce camp. Et même s'il voulait rester aux côtés de cette femme, il n'était pas prêt à mourir pour qui que ce soit. Il s'enfuit, l'argent tombant partout, et décida qu'il se consolerait plus tard. Lors d'une autre nuit de luxe, il pensa que le jour était enfin arrivé. Quand l'horloge sonna minuit, il gagna 10 SP supplémentaires, ce qui fit 100, et augmenta le niveau de sa compétence de revenu passif. Maintenant, il pouvait gagner entre 10 et 50 SP toutes les 24 heures. Juyeon était stupéfait, car la limite qu'il pouvait gagner avait été multipliée par 5. Il alla vérifier la récompense de la mission et, comme prévu, gagna 100 SP supplémentaires, ainsi que le déverrouillage d'une autre soustraction. La nouvelle soustraction était l'imprégnation de niveau 1, ce qui signifiait que toute compétence copiée gagnait un trait supplémentaire, même si elle était de rang F. Juyeon comprit qu'un trait de compétence est ce qui définit le style d'un utilisateur. Alors maintenant, il ne copierait pas seulement la compétence, mais aussi le style de la personne qui l'utilise. Cela avait du sens car beaucoup de gens dans le monde avaient les mêmes compétences parce qu'ils les avaient apprises dans des livres. Mais la puissance de la compétence variait d'une personne à l'autre à cause du trait unique. La même compétence entre les mains de la bonne personne pouvait devenir beaucoup plus puissante. C'était la principale faiblesse de quelqu'un comme lui, un maître de la copie de compétences. Sans un trait unique, les compétences copiées seraient plus faibles que les originales, à l'exception de la magie des météores qu'il utilisait sur la carte du tutoriel. Cependant, maintenant avec la nouvelle soustraction d'imprégnation, il pouvait copier non seulement la compétence, mais aussi son trait. C'était vraiment puissant. Bien que la partie sur le trait étant aléatoire l'inquiétait encore. La lumière de guérison qu'il possédait actuellement était capable de restaurer 15% de la vie, de remettre les membres en place et de guérir tout effet de statut jusqu'au rang A. Elle nécessitait 25 points de magie et 350 mana. Elle nécessitait 25 points de magie et 350 mana. La caractéristique unique de cette capacité était qu'elle augmentait la puissance magique de 10%. Julian conclut qu'il devrait le tester lui-même pour voir si la nouvelle soustraction fonctionnait vraiment. Il était temps d'arrêter de vendre des remèdes autour. Ensuite, une autre mission tutoriel apparut dans le système. Julian devait chasser des monstres en utilisant une compétence copiée. De cette façon, il pouvait gagner des niveaux, copier plus de compétences et déverrouiller de nouveaux contenus pour son trait. Pour ce faire, il devait vaincre un total de 20 monstres. La récompense serait de 200 SP plus une sous-trace déverrouillée. Julian commenta que c'était comme si quelqu'un le regardait en temps réel, créant ses missions au fur et à mesure qu'il agissait, et même le système lui-même semblait devenir nerveux quand il disait cela. Malgré cela, il décida que pour vraiment chasser, il avait besoin d'une compétence forte, alors il envisagea de copier une boule de feu, même s'il ne s'attendait pas à grand-chose puisque le trait de copie viendrait au hasard. Il décida de le faire juste pour l'expérience et copia la compétence de boule de feu de Hunkier, un sort qui invoquait une sphère enflammée qui pouvait être lancée jusqu'à 20 mètres, nécessitant 10 points de magie et 70 mana. De cette copie, Julian reçut également une soustraction unique appelée Ignition de rang F, qui faisait que toute compétence de feu infligeait des brûlures de rang F pendant 60 secondes. Cela ne fit qu'accroître sa suspicion qu'il y avait vraiment quelqu'un qui manipulait le système dans les coulisses. Plus tard, Julian se rendit dans la zone près du champ de ranch de moutons. Il se demanda si c'était la porte entre le camp de chasse et le monde réel. Comme il avait pris tout son équipement et le peu d'argent qui lui restait, il pensa qu'il allait bien, alors il se remplit de motivation et se lança. Quelque temps plus tard, des commentaires commencèrent à émerger à son sujet. Ils traitèrent Juyeon de fou pour avoir anéanti tous les monstres du ranch. Ils dirent qu'il ressemblait à un psychopathe en tuant les monstres et qu'il n'avait jamais vu quelqu'un agir ainsi. Il reçut même des invitations de guilde après cela. Julian dit que ce n'était pas exactement ce à quoi il s'attendait,
mais il ne trouva pas cela si surprenant non plus, surtout qu'il avait déjà attiré l'attention d'une femme de rang S, même s'il l'avait finalement repoussée et l'avait laissé pleurer. Il se souvint des événements pendant la chasse et se demanda s'il avait vraiment ri pendant tout ce temps. La vérité était que oui, il avait ri en brûlant tous ces bols de monstres avec des boules de feu. En regardant la vidéo maintenant, il réalisa qu'il ressemblait vraiment à un psychopathe, comme il le disait. Joyeon, heureux de sa performance, était ravi de vaincre les monstres avec facilité. Il termina la mission, reçut les 200 SP et déverrouilla une autre soustraction de la compétence de copie. La nouvelle soustraction était l'efficacité de niveau 1, qui réduisait le coût de mana des compétences copiées de 10%. Il réalisa qu'il était presque à court de mana, mais avec cette nouvelle soustraction, il pouvait continuer à chasser sans trop s'inquiéter. Peu de temps après, il vit un post à propos d'un raid, un boss monstrueux qui attira vraiment son attention. Mais il remarqua qu'il avait besoin d'un meilleur équipement car cela faisait toute la différence. Heureusement, il pouvait continuer à conjurer des boules de feu encore et encore. Puis, submergé par l'émotion, il s'agenouilla et commença à prier. Il rendait hommage à son sauveur, le dieu, Muhammad, car c'était grâce à lui qu'il était là où il était. La vidéo qu'il regardait montrait exactement ce qui s'était passé il y a quelques jours, un raid avec un boss étrange, un ours avec des cornes. Cela avait été une autre mission tutoriel, qui lui demandait de traquer un monstre boss. La récompense était de 500 SP, et réalisant cela, Juyeon comprit qu'il devait abattre la créature. Avec une seule énorme boule de feu sur la poitrine du boss, il le renversa devant tout le monde. L'impact fut si grand que les gens furent choqués par la puissance qu'il afficha. Après cela, il continua à lancer plusieurs boules de feu, empêchant le monstre de se relever ou de réagir. La bête était pratiquement grillée. Le groupe se demanda s'il l'avait vraiment fait seul. Cependant, le boss se releva soudainement. Il utilisa un rugissement puissant qui réduisit le statut de tous ceux qui se trouvaient dans la zone. Cela marqua le début de la deuxième phase du combat. Le monstre était entré en mode rage. Le rugissement du boss rendit tous les guerriers plus faibles, et ils avaient du mal à bouger. C'est à ce moment que le système apparut devant Juyeon l'informant qu'il avait reçu une mission supplémentaire du tutoriel. Il devait essayer de copier la capacité spéciale du boss. S'il réussissait, il gagnerait 200 SP supplémentaires et une autre soustraction de sa compétence de copie. La compétence en question était le rugissement de l'ours noir. Cela fonctionnait lorsque l'utilisateur avait moins de 50% de vie pendant 60 secondes. Dans cet état, le rugissement était déclenché, et toutes les créatures dans un rayon de 30 mètres perdaient 3 points dans tous les attributs. Si les cibles étaient d'un niveau inférieur, elles perdraient 2 points supplémentaires. Juyeon utilisa sa compétence de copie et dupliqua avec succès le rugissement de l'ours noir. De plus, il reçut une soustraction appelée oubli de rang F, qui lui permettait de supprimer aléatoirement une soustraction de n'importe quelle compétence. Il se demanda s'il pouvait utiliser le rugissement librement car il ne semblait pas consommer de mana. Alors que tout le monde était encore brutalement frappé par l'ours, Juyeon activa le rugissement. Cependant, il frappa à nouveau les alliés environnants, leur faisant perdre 3 points supplémentaires dans toutes les statistiques. Alors que le reste du groupe pouvait à peine bouger, Juyeon avait tous ses attributs augmentés de 9 points, y compris la force, l'agilité, l'endurance et la magie. L'ours, maintenant affaibli, était pratiquement inoffensif. Avec juste un mouvement de son doigt, Juyeon conjura une boule de feu et anéantit complètement le boss. Tout le monde paniqua, ne croyant pas qu'il avait vaincu le monstre à lui seul. Il termina la mission principale du tutoriel ainsi que la mission bonus, accumulant 700 SP et déverrouillant une autre soustraction. Il trouva toute l'affaire électrisante. Le corps de l'ours noir tomba complètement carbonisé, et les gens autour de lui crièrent qu'il était un héros incroyable. Ils étaient en état de choc, appelant son nom. Juyeon, observant, pensait que la scène lui était étrangement familière, comme s'il avait déjà vu quelque chose de similaire. Tous les présents sur le terrain ont absorbé l'âme de l'ours noir. Juyeon a gagné définitivement un point de force supplémentaire. Il a commenté que c'était la première fois qu'il voyait la fameuse âme d'un boss. Le système a expliqué qu'un boss de terrain avait généralement un niveau supérieur à celui du terrain lui-même et que les débutants ne pouvaient généralement le vaincre qu'avec l'aide d'utilisateurs expérimentés. Si cela se produisait, le système de contribution empêchait le débutant de gagner toutes les récompenses, et le corps du boss disparaissait sans laisser d'objet. Mais si toutes les personnes présentes aidaient à tuer le boss, l'âme était absorbée par tout le monde, et le corps ne disparaissait pas. Cela signifiait que le boss laissait tomber de nombreux objets, allant de centaines à des milliers. Il était possible d'obtenir des matériaux rares, de l'équipement et même des armes de haut niveau. Juyeon était heureux de constater que sa force était finalement passée à 2 points, maintenant de manière permanente. Il a compris qu'à chaque fois que vous absorbez l'âme d'un boss, vous gagnez une augmentation permanente d'un statut aléatoire. Peu après, certaines personnes se sont approchées du magicien du groupe, le félicitant pour le succès de la mission et disant que tout était possible grâce à lui, le fameux psychopathe. Juyeon pensa qu'il était peut-être temps de changer ce surnom. Un guerrier a commenté qu'il était sur le point d'être touché lorsque l'ours est entré en mode rage, mais que les dégâts avaient été complètement annulés, grâce au mage. Ils ont ouvert la fenêtre d'état de l'objet impliqué,
mais ont remarqué qu'il n'était pas si bon pour un mage. Il ne donnait que 3 points de force, et lorsqu'il tombait en dessous de 30% de vie, il activait l'état de berserk, tout en accordant 2 points supplémentaires dans tous les attributs. Malgré tout, ils ont conclu que ce n'était pas si avantageux pour le rôle d'un magicien. Juilléon pensa qu'avoir 30% de sa vie restante, c'était pratiquement avoir un pied dans la tombe. Pendant ce temps, le guerrier a commenté que les autres objets seraient remis à l'association des utilisateurs. Mais à ce moment, une personne est apparue en disant qu'elle voulait tout acheter. Il a offert 90% de la valeur marchande des objets, et des questions ont rapidement surgi sur qui était ce type et qui il pensait être pour parler ainsi. Quelqu'un a expliqué que les gens comme lui sont appelés des chasseurs d'objets, des acheteurs spécialisés dans l'acquisition de butins de boss, et que selon la quantité, l'offre pourrait même valoir la peine. Julian réalisa qu'il y avait vraiment toutes sortes de personnes dans ce monde et se demanda qui étaient ces types. Mais quand il a vu l'argent devant lui, il a pensé qu'il s'en fichait complètement et a décidé de vendre les objets. Plus tard, il vendait déjà à nouveau des remèdes et pensait que rien n'avait de sens. Il avait obtenu 10 millions, mais l'armure de cuir la plus basique coûtait 63 millions de rangs par an. Quand il est sorti du magasin en pleurant, la vendeuse lui a même souhaité bonne chance pour réunir l'argent. Julian pensa que s'il avait encore le rugissement de l'ours noir avec oubli, il pourrait se concentrer pleinement sur la chasse. C'est alors qu'il a ouvert la fenêtre du système et a découvert qu'il avait obtenu une nouvelle sous-trace appelée collectionneur de boss. Cette sous-trace lui permettait de collecter des capacités spéciales des monstres dont il avait absorbé les âmes et de les copier à tout moment. Cela signifiait qu'il pouvait récupérer le rugissement de l'ours, mais il serait toujours nécessaire de laisser le boss avec moins de 50% de vie pour activer la capacité. Au moins, il pouvait encore s'amuser un peu avec la boule de feu. Il s'étira, regarda autour de lui et vit qu'il n'y avait pas de clients. Alors il a rouvert le système et a décidé de dépenser certains de ses points. Il réalisa qu'il était au niveau 8 et qu'il avait 7 points disponibles. Il pensa honnêtement à ses rêves et qu'il aimerait être un guerrier, un assassin ou un puissant épéiste. Mais dans ce monde, il n'y avait pas de vie supplémentaire, alors il préférait jouer la sécurité et mettre tous ses points en magie. Après cela, il a dépensé 5 cents SP pour améliorer à nouveau ses revenus passifs. Il pouvait maintenant garder 2 copies de compétences actives par jour. S'il essayait d'en copier une troisième, la première serait écrasée. Cela a surpris Juilléon car c'était une fonctionnalité extrêmement puissante. Peu après, le système l'a informé qu'il avait débloqué une nouvelle fonction, des missions quotidiennes pour gagner des SP supplémentaires. La première mission quotidienne de niveau 1 consistait à copier une compétence 2 fois. Sans perdre de temps, il copia la compétence de guérison qu'il avait déjà. Cela lui a donné un trait unique qui réduisait le coût en mana de la compétence de 5%. Il se demandait si en copiant à nouveau la même compétence, il pouvait obtenir un autre trait différent, c'est-à-dire 2 versions différentes de la même compétence. Quand il l'a copiée à nouveau, le système lui a demandé s'il voulait écraser la précédente. Il a accepté. Une énorme fenêtre du système est apparue devant lui comme s'il venait de gagner à la loterie. Plus tard, en plus de vendre de la guérison, Juilléon a également commencé à vendre des buffs d'XP. Quand tout fut prêt, il rassembla les gens autour et fit son annonce. La foule était très impressionnée, se rapprochant lentement, car il se demandait si ce buff d'XP existait vraiment. Juilléon pensa qu'il n'était pas temps de s'énerver. Il n'avait pas tout le temps du monde. Il voulait atteindre son objectif de lever 60 millions le plus tôt possible. Puis une femme à capuche s'est approchée de lui. Elle a dit qu'elle ne l'avait pas vu depuis un moment et a demandé s'il était toujours intéressé à chasser avec son groupe. C'était la même fille qui l'avait aidé en remettant son bras en place. Sa présence et son aura de beauté ont laissé Juilléon complètement impassible. Il a répondu qu'il travaillait pour le moment, mais elle a dit qu'elle comprenait et qu'elle et son frère aimeraient aussi recevoir le buff. Son frère a commenté que quelque chose de similaire s'était produit récemment. Ils ont reçu la guérison et le buff d'expérience supplémentaire de 5%. Le mage, dont le nom était Kim Yeji, a remis sa carte de rang et leur a demandé de la contacter à tout moment. Elle a dit qu'ils avaient vraiment besoin d'un puissant guérisseur comme lui dans le groupe. Kim a commenté que le buff était bon et qu'il durait 5 heures. Elle l'a ensuite annoncé aux autres, ce qui a attiré plusieurs personnes offrant de l'argent. Juyoon pensait que Kim Yeji était la meilleure. Il a organisé la situation en demandant à tout le monde de faire la queue et en les avertissant qu'ils n'acceptaient pas les cartes. Plus tard, Kim Yeji était avec son frère, qui lui a demandé pourquoi elle continuait à approcher ce nouveau venu qui n'avait même pas d'équipement. Kim a expliqué qu'elle avait dit auparavant que dans leur groupe, elle causait beaucoup de dégâts, et son frère était le tank qui pouvait tout gérer en première ligne. Ce qui manquait, c'était un puissant guérisseur. Maintenant, en plus de guérir, il offrait également un buff d'XP, donc son trait était certainement assez unique. Malgré tout, son frère a dit qu'il n'était encore qu'un débutant. Kim Yeji a répondu que c'était précisément pourquoi il pouvait être plus utile. S'il réalisait son potentiel avant les autres, il pourrait s'assurer un avantage. Quand R est entrée sur le terrain, elle a utilisé la tempête de feu et a complètement incinéré toutes les créatures devant elle. Elle a commenté que ce type pourrait facilement devenir l'un des plus grands joueurs un jour. Plus tard, Julian est sorti du magasin avec sa nouvelle armure de cuir Lecta, qui donnait un point de défense supplémentaire et 2 de plus à toutes les stats. Il pensait que c'était un bon passif.
Il a ensuite utilisé ses points SP pour augmenter encore ses revenus passifs. Il gagnait maintenant 200 SP par jour et réalisa qu'il pouvait accumuler des SP simplement en restant assis. Cependant, pour le prochain Nabu, il aurait besoin de 2000 SP. Pour augmenter le niveau de la mission quotidienne, il aurait besoin de 3000. Pour augmenter le niveau de la copie de compétences, il aurait besoin de 4000. Au total, s'il ne faisait aucune mission, cela lui prendrait 49 jours. Alors il a décidé d'arrêter de penser et de commencer à agir. Il était temps d'aller dans un camp de boss car il avait besoin d'obtenir plus de points. Il avait presque oublié que son visage était déjà un peu connu en tant que guérisseur, alors il a décidé de porter des lunettes comme déguisement. Plus tard dans ce domaine, il marchait dans une mangrove et se demandait pourquoi il y avait autant de boue là-bas. C'était un camp des Francs où tout le monde avait du mal à avancer à cause du terrain. Il réalisa que les combattants de mêlée et les tanks pouvaient à peine entrer. Il pensa que le ranch de moutons était beaucoup plus facile, plus rapide et plus propre. S'il pouvait accéder à un domaine plus fort, il n'aurait pas à se soucier de collecter les âmes de boss. Il a été expliqué que les utilisateurs en dessous du niveau 19 ne peuvent entrer que dans les domaines de rang F et ne peuvent absorber qu'un maximum de 5 âmes de boss, c'est pourquoi il était là. Il pensa qu'il voulait juste rentrer chez lui. Soudain, il a vu un groupe animé à côté et s'est demandé s'il était là juste pour voir les autres heureux pendant qu'il était laissé seul. Ils ont commencé à le reconnaître comme Juyeon, et il réalisa qu'il avait accidentellement changé son surnom en son vrai nom. Il a compris que si ce type était là à lui parler, cela signifiait qu'ils avaient aussi pris son espace. Alors il n'était pas le seul solitaire. Il pensa qu'il devrait être plus prudent lors du recrutement de personnes. Peu après, le chef coureur de jupons du groupe annonça qu'ils allaient faire un briefing. Juyeon réalisa qu'il ne s'agissait pas d'un groupe de rencontres, mais d'un raid contre un boss. Blondie expliqua que beaucoup connaissaient déjà la stratégie, mais qu'il allait la répéter. Le boss de la baie de Gororom était le grand crabe des mangroves. Il devenait plus rapide à chaque affaiblissement qu'il recevait, donc personne ne pouvait prendre un seul affaiblissement. Même les affaiblissements importants, comme les saignements, comptaient. C'est pourquoi vous deviez le tuer sans que personne ne soit blessé. Si les affaiblissements s'accumulaient, il deviendrait très puissant et gagnerait une capacité spéciale. Juyeon était intéressé par cette capacité. L'homme blond se vantait d'avoir déjà tué le grand crabe des mangroves plusieurs fois et qu'il n'y avait pas à s'inquiéter. Juyan pensa que si cette capacité à gagner des améliorations en recevant des affaiblissements était spéciale et qu'il pouvait la copier, il serait pratiquement immunisé contre les affaiblissements. Il était venu là pour chercher de l'argent, mais il semblait qu'il avait trouvé de l'or. Plus tard, ils étaient confrontés à des créatures dentées qui semblaient dangereuses à cause de leur nom, mais qui n'étaient en réalité que de petites coquilles inoffensives. Tout le monde commença à écraser les créatures sans aucune difficulté. Juyan trouva cela étrange et pensa qu'il chassait juste des monstres qui servaient d'ingrédients pour une soupe. Pendant ce temps, Blondie assurait à tout le monde qu'il les protégerait. Mais juste à ce moment-là, de grands tentacules apparurent hors de la mangrove. Au même moment, il ne réfléchit pas à deux fois avant de reculer et de s'enfuir. Juyon fut surpris et se demanda s'il n'avait pas dit qu'il protégerait tout le monde. Cependant, les archers à l'arrière réagirent rapidement, lançant une pluie de flèches qui éliminèrent les tentacules, qui ressemblaient en fait plus à des mille-pattes géants. Daeon fut impressionné et se dit que ce groupe était vraiment bon. Même s'il n'était que de rang F, tout le monde là-bas montrait de bonnes compétences. Mais il continuait à se demander quand l'attraction principale allait enfin apparaître. Dès qu'il eut cette pensée, une énorme griffe apparut, ramassant les cadavres des monstres. À ce moment-là, Blondie annonça que le raid du boss avait officiellement commencé. C'est alors que le grand crabe des mangroves apparut devant eux. Juyan fut moins impressionné par la créature elle-même et plus surpris par la notification du système qui apparut devant lui. C'était une compétence rare de rang à appeler résistance au changement. Cette capacité modifiait la résistance de l'utilisateur lorsqu'il recevait des améliorations ou des affaiblissements. Chaque fois qu'ils étaient sous l'effet de l'un d'eux, tous leur statut augmentait d'un point, et cette augmentation devenait exponentielle tous les 5 effets accumulés. Juyan était en état de choc, pensant que c'était comme gagner à la loterie. Pendant ce temps, le crabe géant courait après le groupe, tournoyant et frappant tout sur son passage avec force. Il réalisa que la compétence n'avait pas de temps de recharge ni de limitation d'utilisation, ce qui signifiait que c'était une compétence passive qui était toujours active. De plus, elle devenait de plus en plus forte au fur et à mesure que les effets s'accumulaient, la rendant extrêmement puissante. Soudain, il remarqua que le tank principal du groupe était juste à côté de lui et leur demanda d'utiliser autant d'attaques physiques que possible. Juyan réfléchit rapidement et réalisa le problème. S'il continuait à utiliser des attaques physiques intenses, il pourrait provoquer des saignements, ce qui est un affaiblissement, ce qui rendrait le boss encore plus fort. Tous les archers tirèrent leurs flèches sur le grand crabe, mais Juyan était confus. Allait-il continuer à tirer ses flèches sans beaucoup d'effet? C'était peut-être la raison pour laquelle le chef avait amené autant d'archers, mais ça ne fonctionnait toujours pas comme il faut. Comment vont-ils vaincre ce monstre sans même pouvoir égratigner sa carapace? C'est alors que Blondie dit que c'était son heure de briller. Il demanda à Yoju un buff, qui répondit avec un sort venant directement de son cœur. Juyon pensa que le jeu de rôle était d'un autre niveau, mais honnêtement, il n'était pas si intéressé que ça par tout ça.
La seule réponse qu'il voulait vraiment était comment tuer ce crabe géant une fois pour toutes. Il fut donc complètement choqué de voir le buff que Yoju utilisait. C'était une compétence appelée autorité rayonnante, qui appliquait 4 buffs aléatoires à la cible avec un de plus tous les 50 points de magie. Si la personne avait un trait spécifique pour les buffs, la durée doublait. Et avec une magie de 50 ou plus, seuls des buffs de haut niveau seraient appliqués. Julian se demanda s'il y avait un buff de rang SS là-dedans. Cela lui rappela le moment où il était dans le magasin en train d'acheter son armure. Le vendeur lui avait demandé s'il enregistrait des vidéos ou s'il faisait des lives. Il était confus, essayant de comprendre comment elle l'avait reconnu, mais répondit en disant non. Elle insista, commentant que poster des vidéos sur UseTube était un excellent domaine pour les débutants et recommanda même un produit destiné à ce public. Selon elle, l'article avait une stabilisation à la pointe de la technologie, parfaite pour capturer des séquences de bataille vives et dynamiques. Elle dit aussi que s'il se lançait dans un combat énorme et mourait, il pourrait au moins laisser les vidéos épiques comme souvenir pour sa famille lors des funérailles. Il ne savait pas quoi dire, mais maintenant ça avait du sens. C'était pour ça qu'il portait les lunettes. Il enregistrait toute la bataille, et c'était vraiment utile parce qu'il pouvait enregistrer la compétence d'autorité rayonnante pour la copier plus tard. S'il combinait ça avec l'endurance de changement, qui augmentait les statuts en recevant des buffs ou des affaiblissements, il aurait un combo gigantesque. Juyeon se demanda pourquoi une buffer aussi puissante que Yoju était là dans un champ de rang F. Blondie prit alors les devants et dit que c'était maintenant son tour. Il demanda à Riju un buff, qui répondit avec un sort lancé directement du cœur. Juyeon, avec un seul doigt, lança une boule de feu qui brûla tout sur son passage. Dès qu'elle entra en contact avec le grand crabe, la magie explosa. C'était la compétence d'explosion, qui fait exploser toute flamme dans un rayon de 20 mètres. Elle nécessitait 25 de magie et 250 de mana. Comme il avait le trait unique d'explosion en chaîne, s'il frappait la même cible avec 3 explosions ou plus, l'ennemi subirait 10% de dégâts supplémentaires. L'odeur qui se répandit sur le champ fit se demander au groupe si c'était une recette de crabe frit, et c'était parce que le pauvre était pratiquement rôti, prêt à être servi. Malgré tout, Blondie était en état de choc, mais il courut toujours vers le monstre comme s'il représentait encore un danger. Après tout, il ne faisait que battre un cadavre tout en pillant les objets. Tous les membres du groupe commencèrent à recevoir l'âme du crabe géant, gagnant un point supplémentaire en magie. Beaucoup trouvèrent la situation complètement embarrassante. Julian, d'un autre côté, réussit à copier la compétence de résistance au changement, qui fut ajoutée à sa liste de compétences de boss. Il pensa qu'il avait enfin obtenu tout ce qu'il voulait. Maintenant, il avait juste besoin de la faire fonctionner avec l'autorité rayonnante. Il était temps de rentrer à la maison, mais il était entouré des gens du groupe qui le remerciaient pour tout. Grâce à lui, le combat fut très facile. Tout le monde dit qu'il avait porté l'équipe. Ils demandèrent quel était son trait unique, et Blondie demanda du calme, disant qu'il devait encore partager les objets. Juyeon pensa qu'au moins Yoju serait de son côté, mais elle dit que puisqu'il avait fait la plupart du travail, il devrait en prendre plus. Il se tourna vers elle et pensa, « Ryo, pas toi aussi ?» Pendant que tout le monde se disputait, ils finirent par suivre Juyeon. Blondie resta derrière, mais quelqu'un observait de loin. Cet observateur commenta qu'aucun objet rare n'était tombé du crabe, alors il annonça par radio qu'il se dirigeait vers le prochain point de boss et quitta l'endroit. Pendant ce temps, Yoju semblait également observer quelque chose. Le lendemain, Juyeon était en mission. Il tua plusieurs monstres et reçut une récompense de 300 pour avoir terminé sa tâche quotidienne. Il pensa à la difficulté d'atteindre un simple niveau 3. Même ainsi, il reconnut que ce combo entre résistance au changement et autorité rayonnante était extrêmement puissant. Le problème était qu'il était encore au niveau 2, donc il n'avait pas beaucoup de tentatives de copie disponibles. Son statut augmentait, mais il réalisa qu'il ne pouvait utiliser aucune autre compétence. La réponse était simple. Il devait atteindre le niveau 3. Mais pour cela, il avait besoin de 4000 SP. Juyeon commença à piquer des colères, se plaignant qu'il avait besoin de SP et qu'il devrait continuer à farmer les quêtes quotidiennes. Il se demanda même s'il n'y avait pas un bon ADM qui pourrait lui donner une mission spéciale. Il dit qu'il ne s'attendait à ce que rien ne se passe, mais finalement, le système répondit. Une mission de tutoriel principale apparut. S'il terminait cette mission, il recevrait 4000 SP et débloquerait sa 4e sous-trace. Julian se demandait quel genre de tâche c'était. C'est à ce moment-là que tout le monde autour leva les yeux vers le ciel. Quelque chose obstruait complètement la vue là-haut. Une structure gigantesque apparut juste au-dessus d'eux. C'était un champ spécial de rang F appelé l'île flottante de Cannelle. Sa mission principale était de conquérir ce champ. La récompense était énorme, 10 000 SP, un ticket de mise à niveau de soustraction et une compétence aléatoire du maître des compétences. Il a été expliqué que comme il s'agissait d'un champ spécial, il y avait aussi des monstres spéciaux. Et plus ce champ restait non défriché, plus de créatures commençaient à envahir le monde réel. Afin de protéger la Terre et l'humanité, les champs spéciaux devaient être conquis. Il n'a pas fallu longtemps avant que cela ne fasse les nouvelles. Il a été rapporté qu'un grand champ spécial de rang F était apparu au-dessus de Séoul et de la province de Gyeonggi. Les gens croyaient que les piliers de lumière sortant de l'île étaient des portails y menant.
L'association des utilisateurs a activé des mesures d'urgence et tous les vols ont été annulés. L'un des utilisateurs s'est plaint que l'association devrait bientôt autoriser l'accès à l'île. Il a également été signalé que d'autres camps spéciaux étaient apparus dans diverses parties du monde. Le plus récent était au Japon. Contrairement à l'île flottante en Corée, le camp japonais n'était pas une île. Chaque pays semblait avoir son propre type de camp spécial. Le champ du Japon était de rang B, et à ce moment-là, 70 monstres traversaient Tokyo. Les gens ont commencé à se demander si le niveau 70 n'était pas fondamentalement équivalent au rang S. Le niveau d'entrée de ce champ variait de 41 à 70. Un porte-parole de l'association des utilisateurs est apparu à la télévision nationale pour expliquer que, selon l'analyse faite à partir d'autres pays, les camps spéciaux n'étaient pas du tout bénéfiques. Il les a assurés qu'ils travaillaient à autoriser l'accès dès que possible avec le plein soutien du gouvernement. Une fois qu'ils auraient toutes les informations nécessaires, ils prévoyaient d'offrir des récompenses spéciales aux utilisateurs qui participeraient. Tout le monde devrait se préparer à conquérir l'île flottante de KNL. Pendant ce temps, Juyeon, debout devant le magasin d'utilisateurs, a commenté que tout l'endroit était un gâchis. Plus tard, il s'est demandé s'il ne pouvait pas obtenir son SP un peu plus tôt. C'était parce que son revenu passif, maintenant au niveau 3, fournissait 200 SP par jour. Pour passer au niveau suivant, il aurait besoin de 5000. L'évolution de l'imbuement commercial coûtait 2000. Julian a fait le calcul et s'est rendu compte que s'il accomplissait la mission principale, il recevrait un total de 14 000 SP. Ce serait suffisant pour tout faire évoluer en une seule fois. Pour améliorer son efficacité, il avait besoin de 800 SP. Pour débloquer la capacité de faire plus de copies par jour, il avait besoin de 4000. La tâche quotidienne pour monter de niveau coûtait encore 3000. Il a conclu qu'en défrichant le champ spécial, il aurait assez de SP pour investir dans tout. C'était ce qu'il devait faire. Quoi qu'il arrive, il devait conquérir cet endroit. Dans le magasin, il a rencontré à nouveau la vendeuse qu'il aimait. Il lui a demandé si c'était les articles qui coûtaient 70 millions. Elle lui a montré 2 objets maudits, un anneau de mana qui donnait 100 mana supplémentaires mais réduisait sa force d'1 point, et un bracelet qui augmentait son mana de 100 mais réduisait son agilité d'1 point. Jou pensait qu'avec ses 400 mana supplémentaires, son mana total atteindrait 15-10. Même avec la baisse des statistiques physiques, il serait bon de rester concentré sur la magie pour le moment. Julian a commencé à se demander combien il en coûterait pour obtenir une meilleure armure que celle qu'il portait actuellement. Curieux, il a demandé à la vendeuse combien coûterait un ensemble complet d'armure du rang DOC. Elle lui a alors demandé s'il voulait l'acheter, mais Julian a rapidement quitté le magasin, disant qu'il ne voulait que les accessoires. Il pensait que c'était le prix d'une maison. Plus tard, lui et les autres chasseurs étaient près du portail qui menait à l'île flottante de Kenul. Juyeon a réfléchi au fait qu'il voulait remplacer ses lunettes et utiliser l'argent qui lui restait pour améliorer sa caméra corporelle. Il pensait qu'il aurait peut-être dû acheter ça dès le début au lieu de le dépenser en lunettes. Avant de partir, il a décidé de jeter un coup d'œil aux commentaires de la communauté. En lisant les nouvelles sur l'île flottante de KL, il a conclu qu'à en juger par les réactions des gens, ce champ spécial ressemblait plus à un rang D qu'à un rang F. Néanmoins, il se dirigea vers le portail, se demandant ce qui pouvait être si mauvais là-bas. Dès qu'il a franchi le pas, il a été téléporté directement sur l'île. En haut, l'endroit était magnifique, et pendant un moment, il a semblé sûr. Aucun monstre ne l'attaquait, et il a même pensé que peut-être la campagne n'était vraiment pas si mauvaise. Soudain, il a entendu un cri. Un utilisateur était porté par un faucon géant. La créature a attrapé l'homme et l'a jeté de l'île directement dans le vide. Julian a réalisé qu'il était temps de se préparer à se battre. Son seul espoir à ce moment-là était la boule de feu. Il pensait que si l'un de ces aigles s'approchait, il serait grillé. Mais à sa surprise, ils l'ont simplement ignoré et se sont dirigés directement vers un chevalier. Ces personnes étaient Kimiji et son frère. Il a bloqué fermement toutes les attaques des aigles tandis que Kimiji a lancé un orage de feu, incinérant toutes les créatures dans les airs. Juyeon a été impressionné. Il savait qu'elle était puissante, mais pas à ce point. Kimiji a commenté que ce n'était pas aussi difficile qu'elle le pensait, mais son frère l'a averti de ne jamais baisser sa garde. Juyeon a regardé sa propre situation et a pensé qu'il n'avait que la boule de feu copiée. Il a commencé à se demander s'il valait la peine d'essayer de copier également l'orage de feu. Mais avant qu'il ne puisse prendre de décision, un slim a commencé à s'approcher. Kimiji a commenté que, honnêtement, s'ils avaient eu un guérisseur la dernière fois, elle n'aurait pas été aussi gravement blessée. Elle a dit que si elle pouvait recruter ce guérisseur qu'elle avait rencontré, la chasse serait beaucoup plus facile. Quand elle a regardé, elle a vu qu'il était là avec le slim collé à sa jambe. Le slim ne l'attaquait pas. Il se contentait de lui coller à la peau. Juyeon s'est rendu compte que tout le monde le regardait directement. Kimiji a commenté qu'il était bon qu'ils aient trouvé Juyeon là et a dit qu'il avait l'air un peu occupé. Juyeon ne pouvait que penser que c'était beaucoup de problèmes. Le frère de Kimiji a enlevé le slim qui était collé à sa jambe, rendant le slim visiblement triste. Malgré cela, Juyeon était plus préoccupé par sa propre armure, qui était très chère. Le frère de Kimiji a reconnu Juyeon comme le guérisseur du parc et s'est dit qu'elle ne voudrait certainement pas quelqu'un comme ça dans le groupe. Mais il lui a suffi de voir son petit sourire pour se rendre compte qu'elle était intéressée à la voir dans les parages.
Kimiji a dit que c'était une sacrée coïncidence qu'ils aient trouvé Juyeon là et a dit que c'était le destin qui leur montrait qu'ils devraient s'unir. Juyeon pensait qu'il voulait juste chasser ce jour-là et leur a demandé de lâcher son bras. Kimiji, cependant, a répondu qu'il n'en était pas question. Elle allait le porter elle-même ce jour-là. Juyeon s'est rendu compte qu'elle n'avait pas d'autre choix et a décidé d'utiliser sa dernière copie de compétences de guérison. Il a accepté d'aller avec le groupe, mais d'abord, il a dit qu'il devait aller aux toilettes. Certains ont été surpris. Après tout, il ne pouvait pas simplement dire qu'il allait regarder une vidéo YouTube pour copier une compétence. Lui-même a reconnu que c'était une mauvaise façon de commencer sa réputation auprès du groupe. Plus tard, ils affrontaient ces aigles transportant des pierres pour les jeter directement sur le bouclier du frère de Kimiji. Juyeon s'est rendu compte que les aigles comprenaient que s'ils s'approchaient, ils seraient brûlés, alors ils utilisaient leur intelligence pour attaquer à distance. Au même moment, des monstres en forme de rhinocéros sont également apparus et ont attaqué ensemble. Juste au moment où Juyeon se préparait à agir, Kimiji s'est placée devant lui. Elle a bloqué le chemin avec un mur de feu et a éliminé toutes les créatures avec une pluie de flammes et une puissante lance de feu. Dès qu'elle a eu terminé, elle a déclaré que tout était réglé. Juyeon a été impressionné. Il pensait que face à elle et à son frère, les monstres n'avaient aucune chance. Il a fait remarquer qu'il était incroyable de voir combien de compétences Kimiji, en tant qu'utilisatrice de rang S, possédait. Il s'est alors demandé si, à l'avenir, il était classé au rang X, combien de compétences aurait-il à sa disposition? Kimiji a expliqué que la plupart de ses compétences avaient été acquises grâce à des livres de compétences et que ce n'était pas grave. Juyeon a alors pensé qu'en fin de compte, tout était une question d'argent. C'est alors qu'un autre monstre est apparu, un crocodile à 2 têtes. Juyeon, toujours attristé de réaliser que tout dépendait des ressources, a réagi avec une puissante boule de feu, éliminant instantanément la créature. Kimiji, surprise, s'est demandé ce que c'était, car normalement, une boule de feu serait assez petite. Kimiji a été surprise de voir la taille de la boule de feu utilisée par Juyeon et a demandé pourquoi elle était si grosse. Elle lui a alors demandé d'être honnête avec elle. Elle voulait savoir si son statut de magie était supérieur au sien et lui a demandé directement s'il était vraiment un guérisseur. Juyeon a répondu que c'était normal, mais à l'intérieur, il était frustré, pensant que ce satané trait aléatoire qu'il avait gagné avait tout foutu en l'air. Le trait en question était la surcharge, un trait de rang F qui doublait la consommation de mana des compétences, mais infligeait 20% de dégâts supplémentaires. Il pensait qu'en fin de compte, cela n'en valait pas la peine à cause du coût absurde en mana. Malgré tout, il a essayé de maintenir sa posture et a dit que les guérisseurs devaient aussi se défendre. Kimiji, toujours méfiante, a demandé combien de mana il avait. Juyeon a répondu qu'il en avait une quantité raisonnable, mais a reconnu intérieurement qu'avec ses 100 points, il avait en fait une assez bonne réserve de mana. Il s'est rendu compte qu'il devait agir avec plus de prudence à partir de maintenant. Pour le moment, il n'était encore considéré que comme un guérisseur. Et comme il y avait d'autres utilisateurs autour, une imprudence pourrait attirer des regards envieux sur le groupe. Pendant ce temps, les pauvres Slim étaient décimés par les autres chasseurs. Ils étaient trop faibles pour affronter les vrais monstres, mais ils étaient quand même chassés juste parce qu'ils étaient faciles. Le groupe de Kimiji ne montrait pas beaucoup de fierté ou d'honneur non plus. Alors que certains chasseurs faisaient face à de vraies menaces, ils continuaient d'éliminer les Slim, qui ne faisaient de mal à personne. Puis, soudain, le système a annoncé que le nombre total de créatures tuées sur l'île flottante avait atteint la condition requise pour invoquer le boss. Le maître de la tour flottante est finalement apparu, et bientôt tout le monde s'est rendu compte que quelque chose de bien plus grand allait se produire. Un ange est apparu dans le ciel. C'était une créature imposante qui, dès son apparition, a réveillé sa première compétence, l'épée céleste, un sort de rang S. Cette capacité invoquait une épée céleste pour chaque créature tuée sur l'île. Les dégâts augmentaient de 1% pour chaque épée. Et si l'utilisateur avait le trait unique de l'île flottante, le nombre d'épées doublait et appliquait également l'effet de jugement. Juyeon s'est demandé s'il s'agissait d'une capacité de zone, et le frère de Kimiji s'était rapidement positionné pour défendre le groupe avec son bouclier. Malgré tout, de nombreuses personnes ont été touchées partout sur l'île, y compris lui, qui a évité de justesse quelque chose de pire. Il pensait avoir réussi à tout bloquer, mais s'est retrouvé avec un debuff qui réduisait ses PV, sa puissance d'attaque et sa défense. Il a dit que la condition négative durerait 10 minutes. Juyan, en tant que guérisseur, a fait son travail et a commencé à soigner les blessés. C'est alors qu'il a réalisé qui était le boss. Kenel, le maître de la tour flottante, était de niveau 59. Juyan a alors suggéré au groupe de se retirer car il avait reçu une mission secondaire de rang B qui lui demandait de vaincre Kenel. S'il parvenait à éliminer le champ spécial, il gagnerait 5000 SP dans l'une des capacités du boss. Plus tard chez lui, Juyeon est allé en ligne pour analyser ce qui s'était passé sur l'île flottante. Il a regardé une vidéo qui avait été publiée sur l'événement. Dans la vidéo, Kain est réapparu, invoquant plus d'épées célestes et appliquant des debuffs qui empêchaient les chasseurs de se battre. Même les Slim, autrefois inoffensifs, sont devenus monstrueux et ont commencé à tout détruire autour d'eux. Juyan a conclu que Kenel était si puissant qu'il pouvait même berner les monstres de l'île, les transformant en de vraies menaces.
À ce moment-là, s'enfuir était vraiment la meilleure décision. Si c'était un jeu, il y aurait des vies supplémentaires pour réessayer. Mais dans la vraie vie, avec ce genre de debuff, il était presque impossible de l'affronter de front. C'est alors qu'il a reçu un message qui l'a surpris pendant un moment. C'était en fait Kimyeji qui l'appelait. Elle voulait savoir s'il était retourné sur l'île flottante depuis ce jour-là. Il a répondu qu'il ne l'avait pas encore fait. Il envisageait de revenir, mais n'avait pas encore découvert le schéma d'attaque du boss. Maintenant, la situation ressemblait de plus en plus à une catastrophe. Les monstres étaient beaucoup plus forts et allaient bientôt quitter l'île. Si rien n'était fait, ils attaqueraient bientôt directement la ville de Séoul. Kimyeji a expliqué que le moment était venu pour l'attaque. Elle lui a dit qu'un raid gigantesque était en train d'être organisé pour vaincre Kenul et a demandé si Juyeon voulait y participer. Il a été impressionné par la proposition. Quelques jours plus tard, dans le parc principal de Siwan, plusieurs utilisateurs étaient rassemblés pour ce raid. Beaucoup étaient de haut rang, et ceux de rang inférieur étaient émerveillés. C'étaient des gens tellement puissants qu'un champ de rendez n'était qu'un échauffement pour eux. Même Juyan se sentait insignifiant à cet endroit et se demandait pourquoi il était venu. Il a même changé ses vieux vêtements de magicien, pensant qu'il avait l'air plus présentable maintenant. Alors qu'il réfléchissait, Kimyeji est venue et lui a parlé. Juyeon pensait qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un de familier. Elle a fait remarquer que l'exigence minimale pour participer à ce raid était le rang B ou supérieur. Il s'est donc demandé si un rang F comme lui pouvait être là. Il pensait que pour cacher sa véritable identité, il s'était enregistré auprès de l'association en tant que guérisseur de rang F. Kimyeji, méfiante, a demandé s'il était vraiment de rang F en utilisant des compétences de rang C. Agacée, elle s'est exclamée que ses compétences à elle seule suffisaient à remplir son rôle de guérisseur. Juste à ce moment-là, le chef de raid est apparu. Il a été très impressionné par le nombre de personnes rassemblées. Le chef était Lee Hae-sung, un guerrier de rang SS de la première guilde des Han. Lee Hae-sung a expliqué qu'avant le briefing pour vaincre Kenul, la chose la plus importante était de vérifier les compétences de chaque membre. Il a dit qu'il commencerait par un échauffement. Kimyeji a pensé que c'était génial et a dit qu'il essaierait de rattraper ses erreurs de la dernière fois. Juyeon a tout regardé et a pensé à quel point ce type était impressionnant. Pendant l'échauffement sur un champ de rendez, Lee Hae-sung a vaincu tous les monstres avec facilité comme s'ils étaient insignifiants. Julian a été très impressionné par cette puissance. Il a même pensé qu'il voulait être un épéiste, mais il savait qu'il ne le pouvait pas. Son statut était trop mauvais pour cela. En fait, ils étaient les pires du monde. Il ne réussissait à survivre jusqu'à présent que grâce à l'anneau élémentaire que Muhammad lui avait donné. Utiliser la magie était toujours son option la plus sûre. Malgré tout, il pensait que tenir une épée avait l'air vraiment cool et en quelque sorte même familier pour lui. Cependant, en tant que guérisseur, il a décidé qu'il ferait son travail et aiderait les autres. Il pensait également que le combat au corps à corps était trop dangereux jusqu'à ce qu'une voix lui parle, lui demandant s'il le pensait vraiment. Pendant ce temps, alors que Lee Hae-sung continuait à combattre les monstres, une puissante énergie a commencé à se répandre sur le terrain. C'était quelque chose d'étrange. Puis une version plus ancienne de lui-même lui a dit que ce serait un gaspillage de ne pas utiliser ses capacités. Julian a ensuite analysé la capacité de Lee Hae-sung, la frénésie sanguine. Cette capacité lui permettait d'absorber les statuts de tous les monstres intoxiqués qu'il tuait. L'effet durait 5 minutes après le combat. Et s'il y avait un trait de combat de rang S ou supérieur, il gagnait des statuts supplémentaires pour chaque tranche de 10 kills. Si sa force était de 50 ou plus, sa magie augmentait de 10% de sa force. Si l'endurance était supérieure à 50, l'agilité augmentait de 10% de l'endurance. Julian pensait qu'il avait enfin trouvé une compétence qui pourrait lui permettre de se battre comme un épéiste. Plus tard, après que Lee Hae-sung ait vaincu de nombreux monstres lézards, le boss est finalement apparu. Il était le roi des hommes lézards venimeux. Les gens ont commencé à se demander s'il s'agissait vraiment d'un simple échauffement, mais Lee Hae-sung n'a montré aucune crainte. Il a utilisé sa compétence de briseur de limite de rang S, qui augmentait la puissance dans une classe pendant 60 secondes. Si vous aviez un trait de combat de rang S ou supérieur, tous les statuts augmentaient de 5. Le coût en mana était de 580 et nécessitait 20 points de magie. Il a avancé contre le roi lézard et l'a vaincu d'un seul coup à la poitrine. L'âme du monstre a été absorbée par toutes les personnes présentes, augmentant l'endurance de chaque membre de l'équipe d'un point. Juyeon, en absorbant cette âme, a ajouté le catalyseur de rang B à sa liste de capacités de boss. Le frère de Kimyeji a demandé si le raid était terminé. Kimyeji a répondu qu'elle aurait pu vaincre ce monstre elle-même, mais son frère a rétorqué en disant qu'elle avait failli mourir aussi. À ce stade, Juyeon a demandé s'il était possible de recevoir des récompenses même sans avoir directement aidé à la chasse. Kimyeji a expliqué que normalement, vous ne recevez pas de récompense si vous ne contribuez pas. Mais comme Juyeon avait soigné plusieurs personnes et appliqué des buffs pendant le raid, cela comptait certainement comme une contribution valable. Avant cela, Juyeon se demandait comment les guérisseurs parvenaient à monter de niveau, mais maintenant il réalisait que c'était une expérience pratiquement gratuite. Pendant ce temps, Lee Hae-sung, couvert de sang de lézard, a rangé son épée et a annoncé qu'il allait distribuer les récompenses. Il a également dit que tout le monde devait se préparer au vrai raid qui allait suivre. Cependant,
Tout ce qu'il disait semblait entrer par une oreille et sortir par l'autre de Juyan, qui se concentrait sur l'analyse de la nouvelle compétence qu'il avait acquise. La compétence s'appelait catalyseur, et elle amplifiait les effets du poison sur les ennemis. Lorsqu'elle était accumulée 3 fois ou plus, elle transformait le poison en poison critique. Le coût d'activation était de 8 cents mana et nécessitait 40 points de magie. Juyan pensait que cette capacité pourrait ne pas être utile maintenant, mais elle le serait certainement à l'avenir. Malgré cela, ce qui comptait vraiment pour lui, c'était qu'il avait réussi à copier 2 puissantes compétences de Liai Sung, la frénésie sanguine et le bris de limite. Il pensait que ce serait formidable pour ses projets. À ce moment-là, Liai Sung a appelé le guérisseur, qui était Juyeon, et a remarqué qu'il avait une expression très étrange. Il les a avertis qu'ils auraient plus de travail plus tard. Quelques jours plus tard, le jour même du grand raid contre KNL, Juyeon était déjà épuisé. Il a ouvert sa fenêtre d'état et a vu qu'il avait accumulé 4000 SP. Il avait réussi cela en accomplissant plusieurs missions quotidiennes, dont beaucoup rapportaient 500 SP chacune. Il pensait que les missions de rang apparaissaient trop souvent et qu'il pouvait à peine se reposer, mais il se sentait toujours chanceux. Motivé, Juyan se leva résolument. Puisque les dieux semblaient être de son côté, il décida d'investir. Il a utilisé les 4000 points SP pour améliorer sa soustraction. Il était maintenant capable de stocker 3 copies de compétences. À l'origine, il avait seulement l'intention d'utiliser autorité radieuse et résistance au changement pour se renforcer. Mais maintenant, avec les capacités de Liai Sung, il savait que 3 copies ne suffiraient pas pour atteindre son véritable potentiel. Il pensait qu'à l'avenir, s'il pouvait combiner frénésie sanguine, autorité radieuse, résistance au changement, et une autre compétence d'attaque, il pourrait devenir encore plus puissant que Liai Sung lui-même. Pour l'instant, 3 copies étaient sa limite. Il a donc décidé de copier autorité radieuse, boule de feu et résistance au changement. Après cela, il est allé tester ses nouvelles compétences et voulait voir comment il se débrouillerait avec la boule de feu. Peu de temps après, une nouvelle vidéo est devenue virale sur Internet. Psychopathe, le surnom de Juyeon, est réapparu. Dans la vidéo, il affrontait un boss en forme de serpent et l'a complètement anéanti. Pendant le combat, le boss s'est jeté sur Juyeon, mais il a réagi en invoquant une énorme boule de feu et a quand même réussi à esquiver l'attaque de la créature. Lorsque le serpent a essayé de frapper les autres utilisateurs, il a lancé une autre boule de feu directement sur son visage, protégeant tout le monde autour de lui. Il a ensuite couru, gardant l'aggro du serpent concentré sur lui. Seul, il a continué à attirer l'attention du monstre jusqu'à ce qu'il le vainque finalement, montrant que Psychopathe pouvait battre le boss tout seul. Pendant ce temps, à la résidence de Mohamed, son secrétaire l'a informé que l'inspection du terrain était déjà prévue et qu'il avait 1h24 jusqu'à la prochaine tâche. Mais Mohamed était distrait en regardant la vidéo de Psychopathe vainquant le serpent de montagne. Le secrétaire, remarquant son intérêt, lui a demandé s'il était vraiment intéressé par Psychopathe. Mohamed a confirmé qu'il l'était. Après tout, c'était à ce garçon qu'il avait donné sa bague la plus précieuse. Le secrétaire a commenté qu'il semblait très convaincu que cette personne était Juyan, et Mohamed a dit que c'était fascinant. Il n'y avait pas si longtemps qu'il lui avait donné la bague élémentaire et cette bague n'était même pas censée accorder des effets d'endurance ou d'agilité. Pourtant, Juyan avait esquivé toutes les attaques du serpent à lui seul et l'avait tué comme s'il s'agissait de quelqu'un qui maîtrisait le combat depuis longtemps. Mohamed a ensuite demandé quelle était la situation actuelle avec la guilde des cavaliers, et le secrétaire a répondu que, comme il l'avait imaginé, il y avait de nombreux rapports indiquant des mouvements près de camps spéciaux. Mohamed lui a demandé de garder un œil sur Psychopathe et Cavalier, car avec autant d'attention, il pourrait finir par attirer des ennuis. Il ne voulait pas qu'il crée des problèmes pour le psychopathe de son ami. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre analysait également la vidéo de Juyan, et, oui, elle était intéressée par lui. Juyeon se demandait si les gens étaient devenus fous en publiant une vidéo sur lui. Après tout, c'était lui qui avait fait tout le travail, et maintenant il gagnait de l'argent grâce à son nom. Il se demandait où étaient ses droits à l'image. Cependant, pas une seule image ne montrait son visage directement. Il a conclu qu'il serait préférable qu'il la télécharge lui-même. Il pensait qu'il devrait vérifier sa propre chaîne au moins une fois. Il imaginait le titre, un magicien de niveau 10 débutant vainc un boss à lui seul. S'il publiait cette vidéo, il pourrait devenir complètement riche. Il a commencé à penser sérieusement à faire une vidéo de vérification, mais à ce moment-là, sa mission quotidienne devait encore être accomplie. Il devait collecter 10 essences de champ spécial, vaincre 20 monstres de champs spéciaux et survivre pendant 60 minutes à l'intérieur. La récompense était un buff de quête et un objet aléatoire d'une boîte. Juyeon a mentalement remarqué que jusqu'à récemment, il n'avait reçu que des missions de rang E ou F, mais maintenant il avait une mission de rang B. S'il avait vérifié cela plus tôt, il n'aurait pas eu besoin d'être là la nuit, mais il avait passé tout l'après-midi à dormir, fatigué après avoir tué le serpent. Il s'est dit qu'il serait idéal de terminer la mission avant minuit. C'est alors qu'il a trouvé une petite sphère faite de mana. Quand il l'a ramassée, il a vu que c'était une essence de champ spécial. Maintenant, il en restait 9 à trouver. Il a compris qu'il devrait fouiller tout le champ immense pour trouver 9 autres de ces essences,
ce qui lui a fait réaliser à quel point cette mission était difficile. Il pensait qu'il n'était pas étonnant qu'elle soit de rang B, mais il se demandait aussi pourquoi on lui avait confié une mission aussi difficile. À ce moment-là, l'un de ces aigles monstrueux l'a attaqué directement. Cependant, comme il était beaucoup plus agile, il a réussi à l'esquiver. L'aigle a fini par enfoncer sa tête directement dans un arbre. Juyeon a été surpris et a réalisé qu'il avait esquivé par pur réflexe. Il se demandait comment son corps avait bougé si vite, encore plus vite que ses propres pensées. Il a décidé d'achever cette aigle et a créé une explosion si forte qu'elle pouvait être vue même depuis l'horizon. Certaines personnes éveillées qui étaient à Kennel ont remarqué l'explosion et ont commencé à en parler. Ils ont dit qu'il y avait d'autres utilisateurs là-bas et que le groupe le plus avancé était au nord. Ce groupe avait l'intention de vaincre Kennel avant quiconque. Comme ils ne voulaient pas rentrer les mains vides, ils ont organisé un raid extrêmement secret. Afin de ne laisser aucune trace du raid, ils ont dit qu'ils tueraient tous les autres utilisateurs qu'ils trouveraient. Plus tard, Juyan a continué à terminer sa mission de vaincre les 20 monstres dans le champ spécial. Il avait finalement atteint cet objectif. Il devait encore collecter la dernière des 10 essences. Il en avait déjà collecté 9. Alors qu'il approchait de la fin, il a entendu un bruit étrange au loin. C'est alors qu'il a repéré un groupe face au boss, Kael. Il était confus car son raid n'était prévu que le lendemain matin. Il ne comprenait pas pourquoi il y avait déjà des gens là-bas maintenant. Juyeon a alors réalisé que le groupe face à Kael était assez grand. Surpris par la situation, il a commencé à se demander ce qu'il devait faire. Il y avait clairement un raid qui essayait de voler le boss. Compte tenu de la situation, il était trop tard pour appeler des renforts. Mais alors qu'il s'arrêtait pour y réfléchir, il s'est rappelé qu'il avait une mission tutorielle qui impliquait de conquérir le champ spécial et de vaincre Kennel. Ce n'est que maintenant qu'il réalisa que la mission ne précisait pas qu'il devait aider au combat. Suffirait-il de porter le coup final au boss pour la compléter? Pendant ce temps, le groupe adverse réussissait à infliger de réels dégâts à Kael, perçant même ses ailes. Finalement, le monstre tomba au sol, mais était clairement encore plus furieux. Juyan, qui ne faisait qu'observer de loin, avait déjà une idée de la confusion qui allait suivre. Il resta immobile et attendit. Le système lui notifia alors que la vie de K avait chuté à moins de 50%. Comme il ne pouvait plus voler, l'une de ses ailes se corrompit et toutes ses attaques acquirent l'effet de jugement. C'était le début de la troisième phase. Kennel devint extrêmement puissant physiquement et commença à rejeter tous les ennemis. Juyeon se plaignit qu'il y avait trop de poussière devant lui et qu'il pouvait à peine voir. Mais alors, au milieu de la confusion, il vit la dernière essence de champ spécial. S'il pouvait l'obtenir, il terminerait sa mission quotidienne. Cependant, à ce moment précis, Kennel lança une attaque si puissante qu'elle projeta plusieurs utilisateurs en l'air, et ils finirent par tomber juste à côté de Juyan. Il se demanda pourquoi ils tombaient tous là. Quand le groupe se releva, ils lui demandèrent qui il était. Quelqu'un dit qu'il était juste un type perdu, mais un autre dit qu'il portait l'un des masques de raid. Le groupe le prit rapidement pour un autre mage portant une tenue identique. Ils lui dirent de mettre le masque et de retourner sur la ligne de front. Juyan, même s'il ne comprenait pas complètement la situation, participa à leur jeu car son objectif était de pouvoir porter le coup final au boss. Il pensait que c'était génial d'être pris pour quelqu'un d'autre et se dit que tant qu'il n'était pas découvert, tout allait bien. Il n'avait aucune idée de qui était le vrai magicien, mais il se remercia mentalement pour cela. Il réussit donc à obtenir la dernière essence, achevant sa mission quotidienne. Il reçut un objet de rang aléatoire et un buff de quête. Plus tard, le chef de raid combattait Kennel directement quand une immense boule de feu bleu apparut et s'approcha avec une telle force qu'il fut contraint de se retirer. Il se demanda d'où venaient ces boules de feu, car personne dans le groupe n'avait jamais utilisé une magie pareille auparavant. Plusieurs utilisateurs commencèrent à se plaindre, disant que cela les gênait trop. Juyan réalisa que c'était mauvais parce que cela attirait l'attention sur lui. Le buff qu'il avait reçu de la mission augmenta tous ses statuts de 5 pendant 24 heures, lui donna 10% d'expérience supplémentaire, 300 points de mana supplémentaires et 10 de régénération de mana supplémentaire. À cause de cela, la puissance de Juyeon avait augmenté plus qu'il ne le fallait, et il savait que s'il n'utilisait pas ses compétences, le groupe pourrait soupçonner que quelque chose n'allait pas. Il pensait que sans le chaos de la bataille, il aurait probablement été découvert depuis longtemps. Mais quand il fut presque repéré, au lieu de paniquer, il apprécia la situation. Il pensait qu'il pourrait même obtenir plusieurs récompenses s'il continuait ainsi. Puis le système annonça un nouveau changement. Kennel avait perdu plus de 10% de sa vie pendant sa troisième forme, il activa donc une nouvelle capacité. Il invoqua les monstres de l'île grâce à un ordre spécial de rang E. Tous les monstres invoqués reçurent un buff de renforcement de subjugation, rendant le combat encore plus chaotique. Puis tous les monstres commencèrent à regarder directement Kennel et à avancer vers lui. Certaines personnes remarquèrent qu'un raid avait lieu, mais ils dirent que ce raid n'était pas prévu pour cette nuit-là. Le chef de raid, cependant, ne voulait que personne ne regardait, bien sûr, élimina tous les utilisateurs sur le chemin. Il ordonna au raid de tuer tous ceux qu'il voyait, et Juyeon réalisa qu'il s'était mis dans un endroit extrêmement dangereux. C'était pratiquement un massacre. Ces types étaient de complets maniaques. Ceux qui essayaient de protéger les innocents étaient Lee Sung, Kim Iji, et son groupe.
Juyeon pensa que maintenant il était vraiment foutu et se demanda comment il allait expliquer qu'il n'était pas du côté des ennemis. Le chef de raid dit que le vrai raid était finalement arrivé et se moqua d'eux, leur demandant s'ils n'étaient pas en retard pour la fête. Il accusa même Lee Sung de tuer des innocents. Lee Sung, indigné, répondit que c'était incroyable et qu'il méritait la mort, alors il partit attaquer le groupe de maniaques. Juyeon ne savait pas quoi faire et se demanda s'il devait essayer d'aller de l'autre côté sans qu'il ne le remarque. Mais à ce moment-là, Kanel commença à attaquer avec tous ces monstres en même temps. Tout était dans le chaos. Le champ de bataille était sur le point de devenir un massacre. Juyeon pensait que pour tout arranger, il devait vaincre Kinel le plus rapidement possible. Les combats entre les groupes répandaient les dégâts partout. Et de cette façon, Kinel ne tomberait pas. Il devait y avoir une meilleure façon. C'est alors qu'il vit Lee Sung agir avec Kimiji, mais un assassin apparut derrière elle. Avant qu'elle ne puisse être touchée, elle fut sauvée par une boule de feu lancée par Juyeon lui-même. Tout le monde se demanda qui était ce magicien à capuche qui l'avait sauvé. Ils dirent qu'il avait attaqué quelqu'un de son propre camp pour la protéger, et le frère de Kimiji commença à soupçonner que ce pourrait être Juyeon. Juyeon pensa qu'elle devait tenir encore un peu. Plusieurs minutes passèrent. Il avait juste besoin que minuit arrive. Quand l'heure sonna finalement, il copia la compétence et obtint frénésie sanguine. Utilisant une boule de feu, il anéantit tout devant lui, vainquant 20 monstres en même temps et gagnant 2% d'effets de compétences supplémentaires. Lee Sung était un peu ennuyé par lui, mais participa au combat pour vaincre les monstres. Julian vainquait tellement d'ennemis que son effet de compétences supplémentaires était déjà supérieur à 10%. Il devenait de plus en plus puissant. Avec les accumulations de frénésie sanguin, il lança une boule de feu extrêmement puissante directement au visage de Kanel. Tout le monde se demanda s'il avait achevé le boss, mais bien sûr que non. Kanel se réveilla dans sa phase finale. Avec sa lance, il frappa le sol avec une telle force que tout le monde autour sentit l'impact de la puissance écrasante. Juyeon savait que s'il ne se battait pas, il mourrait. C'est à ce moment que le frère de Kimiji apparut pour le protéger avec son bouclier. Son masque se fissurait, révélant son visage, et il dit à Juyeon qu'il lui en devait maintenant une. Après l'énorme explosion, elle était toujours debout comme s'il n'avait subi aucun dommage. Mais Juyeon, sauvé grâce au bouclier, invoqua une capacité si puissante et si intense qu'elle illumina le ciel comme un second soleil. Il dirigea la compétence directement sur Kinel, qui fut durement touché. Quand tout le monde regarda, Kinel était mort, laissant tomber tous ses objets. Lee Sung saisit l'opportunité et s'en prit de toutes ses forces au chef du raid criminel. Lee Sung dit que si Juyeon ne voulait pas mourir, il devait sortir de là immédiatement. Le criminel insista sur le fait que tout le monde savait que le MVP était lui et non le magicien du groupe. Seulement maintenant, Juyeon était sans son masque, et sa mission principale avait été accomplie. Il serait téléporté hors de l'instance dans 10 secondes. La première chose qu'il fit fut de courir vers les objets et de crier pour que tout le monde voie que c'était lui qui avait vaincu Kinel. Le criminel était en état de choc, pensant que ce bâtard était le vrai psychopathe. Juyeon prit l'objet et remercia tout le monde pour le raid, disant qu'ils avaient tous fait un excellent travail. Quand ils avancèrent contre lui, Juyeon se téléporta hors du champ spécial. Lee Sung dit que cet idiot les avait tous trompés, et le criminel ajouta que lui et Lee venaient d'être trompés par ce bâtard. Il avait du mal à croire que son objet avait été volé par Julian. Julian, pour sa part, se demanda où il était maintenant. Il flottait comme sur un autre plan et commença à recevoir diverses notifications du système. La mission principale était terminée, et il avait gagné 10 000 d'expérience, 1000 SP, un ticket pour augmenter le niveau d'un soustracteur et une compétence aléatoire d'un maître de compétences. Il termina également la mission du tutoriel, gagnant 4000 SP supplémentaires et débloquant une 4e sous-trace. De plus, il absorba l'âme de KNL, augmentant toutes ses stats d'un point et acquérant sa compétence de rang, descente. Même Juyeon fut surpris par tant de notifications. Puis quelqu'un apparut et les effaça toutes. C'était comme une étrange fée dans cet environnement, et c'était en fait une petite fée. Elle se présenta comme Ego, son guide de tutoriel. Elle dit que maintenant il avait terminé la mission principale du tutoriel. Elle était là pour l'emmener au prochain. Julian était perplexe car il n'avait jamais entendu parler d'un guide de tutoriel auparavant. Il n'avait même jamais rien vu de tel en ligne. Il pensait que c'était peut-être quelque chose d'unique à son trait, qui était classé X. Igo lui a demandé s'il voulait d'abord obtenir les récompenses, et Juyeon a dit « Oui, s'il vous plaît ». La première récompense était le ticket pour la mise à niveau de la sous-trace. Il recevrait une amélioration de classe et serait capable d'ajouter plus de détails au trait unique. De plus, il pouvait choisir une de ses compétences pour évoluer en tant que sous-trace. Il y réfléchit et conclut qu'il serait plus intelligent d'augmenter son revenu passif pour gagner encore plus de SP à long terme. Cependant, il était également très faible pour le moment. Si ses compétences n'avaient pas été réinitialisées à minuit, il serait probablement mort dans ce raid et n'aurait eu aucun moyen de vaincre Kinel. C'est pourquoi il a décidé d'augmenter le niveau de la capacité de copie de compétences. Maintenant, il pouvait récupérer 2 copies par jour, une à minuit et une à midi. De plus, chaque fois qu'il copiait une compétence, il y avait une chance que son niveau augmente également. S'il avait de la chance,
il pouvait obtenir jusqu'à 8 copies par jour. Igo lui a demandé s'il voulait les autres récompenses, et il a dit oui. L'objet aléatoire dans la boîte de Rance était une épée enflammée, qui accordait une attaque C, plus 7 de force, plus 3 de magie, et un bonus de 7% à la puissance d'infusion des compétences de feu. Il se demandait pourquoi il finissait toujours par obtenir des choses liées au feu. La récompense suivante n'était pas tant un objet qu'une soustraction. Maintenant, il avait l'éveil bleu, qui ajoutait une nouvelle option aléatoire aux compétences copiées. Julian pensa que ce n'était pas mal du tout. Mais ce qu'il était le plus curieux de voir, c'était ce qu'il avait récupéré de Kennel, le collier maudit de Kennel, un objet de rang SS. Le collier donnait plus 33 de magie par 3-3-3 mana, une régénération de mana de 13%, ou un coût de mana de 10%, des dommages de compétences augmentés de 13%, et lorsque la vie était inférieure à 20, augmentait la régénération de mana de 200%, et accordait un autre plus 33 de magie. De plus, lors de l'équipement de l'objet, vous gagnez plus 5 à tous les statuts. Julian était impressionné. Il a dit que l'objet était complètement fou et a pensé que si l'objet était si bon, la capacité de Kennel devait être encore plus absurde. Julian avait obtenu la descente de rang de compétence. Lorsque sa vie tombait en dessous de 10%, l'ange déchu Kennel lui-même apparaissait, augmentant son statut de 50% de la magie totale. Toutes ces attaques auraient désormais le passif de corruption, et après l'activation de la descente, à la fois les HP et le mana seraient complètement restaurés. La durée de la compétence était de 10 minutes avec un temps de recharge de 30 jours. Il pensait que Kennel était vraiment brillant. C'était probablement la dernière compétence qu'il avait essayé d'utiliser au combat. Si Julian ne l'avait pas achevé avec la frénésie sanguine, il aurait difficilement pu le tuer. Avec ce temps de recharge de 30 jours, c'était presque comme s'il avait une seconde vie, une résurrection gratuite chaque mois. Il avait maintenant plus de 20 000 SP. En utilisant 15 000, il a fait évoluer sa capacité de copie de compétences une fois de plus. Désormais, il pouvait accumuler jusqu'à 3 copies qui redémarraient à minuit et à midi. De plus, il a gagné la chance d'obtenir une tentative de copie supplémentaire, tout comme lors de la dernière évolution. Il a également fait évoluer toutes ses soustractions. L'efficacité, qui était maintenant au niveau 2, réduisait le coût de mana de toutes les compétences copiées de 20%. Juyung a dit qu'il continuerait à investir dans l'efficacité pour maximiser ses gains. Igo était fier de lui. Il a ensuite amélioré son ambition en vue de devenir encore plus puissant à long terme et à augmenter la difficulté et la fréquence des missions quotidiennes. Afin d'avoir une croissance continue, Igo a dit qu'il était un vrai héros, ressemblant même à un chef de guilde légendaire. Après tout cela, Julian était fatigué et a demandé si c'était tout, mais Igo a dit non. Ce n'était que la partie des récompenses. Le vrai tutoriel ne faisait que commencer. Elle a demandé s'il se souvenait de la dernière ligne de la mission principale, où il était dit qu'il devait faire tout cela pour la survie de l'humanité et de la Terre. Julian a demandé ce que cela signifiait exactement, et Igo a expliqué que son monde était sur le point d'être détruit. Bientôt, il serait envahi par des monstres d'une autre dimension. Le lendemain matin, la nouvelle était que l'île de Canal avait naturellement disparu comme si le raid avait été un succès complet. Les civils pouvaient enfin revoir le ciel bleu. Cependant, même si l'île flottante avait disparu, des distorsions spatiales ont commencé à apparaître. Il était possible que certains terrains de chasse aient été modifiés en conséquence. Plus tard, Lia Yisung est apparu dans une interview disant qu'ils avaient rencontré des difficultés pendant le raid, surtout à cause d'un autre groupe extrêmement agressif. Néanmoins, le raid contre KNL a été considéré comme un succès. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à capturer les individus non identifiés qui ont disparu après la fin du combat. Les journalistes ont posé des questions sur les récompenses que le boss avait laissé tomber. Lia Yisung a répondu que, tout d'abord, ils avaient confirmé que le statut de toutes les personnes présentes avait augmenté. Lorsqu'on lui a demandé s'il n'y avait pas d'objet de boss, Lee Sung était clairement agacé, a détourné son visage, n'a pas répondu. Il avait été volé. Kimiji était à la maison en train de regarder les nouvelles, et son frère a commenté que si ce type était attrapé par Lee Sung, il serait mort. À ce moment-là, Kimiji appelait Ju Yeon, mais il ne répondait pas. Il semblait que l'appel n'était pas disponible. Son frère lui a demandé si elle continuerait à insister et si elle avait tort. Elle a répondu que personne ne le savait avec certitude, mais a dit que cette cape était définitivement l'équipement d'un mage et que la capacité principale du porteur avait été une boule de feu. Cela a tout changé. Quiconque avait volé l'objet de KNL ne pouvait être qu'un psychopathe. Soudain, elle a célébré parce que Julian avait finalement répondu. Sans tourner autour du pot, elle est allée droit au but et a demandé si le magicien qui avait aidé au raid la veille était lui. Juyeon, surpris, a dit qu'il ne savait pas de quoi elle parlait et a affirmé qu'il n'avait pas été là. Mais Kimiji a insisté, disant que l'équipement du mage ressemblait exactement au sien et qu'il avait disparu sans explication. Juyeon continua nerveusement à nier. Il a dit qu'il n'avait pas vraiment participé au raid et s'est excusé, disant qu'il était sous la douche pour le moment et qu'il ne pouvait pas beaucoup parler. Il a promis de rappeler plus tard. Il a continué en disant qu'il espérait qu'elle arrêterait d'appeler et se demandait quel genre de personne appelle toutes les minutes. Il était extrêmement stressé, traitant encore tout ce qu'il avait entendu d'Ego.
Dans la conversation précédente, Ego avait expliqué que son monde serait bientôt détruit, mais lui avait demandé de ne pas s'inquiéter. Il a dit qu'il possédait un pouvoir spécial, le maître des capacités, une autorité capable d'altérer la réalité elle-même. C'était un pouvoir que seule une divinité possédait. Selon Ego, son pouvoir avait été béni directement par un dieu. Julian se demandait pourquoi il avait un tel pouvoir. Il se demandait s'il était une sorte de demi-dieu ou quelque chose du genre et pensait que si c'était le cas, servir dans l'armée n'avait servi à rien. Ego a dit qu'il savait qu'il était confus, mais lui a demandé de ne pas trop y penser. Il a expliqué que tout ce qu'il avait fait jusqu'à présent en tant que héros était une raison suffisante et que ce pouvoir était une récompense pour toutes les missions accomplies. Maintenant, un dernier choix se présentait à lui. Le pouvoir qu'il possédait n'était pas encore le véritable potentiel du dieu Char. Un héros porte le fardeau de sauver le monde, mais il porte aussi le pouvoir. Ce pouvoir pouvait rester dormant ou s'épanouir selon son choix. Ego a déclaré qu'il pouvait utiliser ce pouvoir pour survivre ou pour porter le poids du monde et sauver tout le monde. Il a dit que le salut n'était pas nécessairement la fonction d'un héros, mais juste une des décisions qu'il aurait à prendre. Julian a répondu sincèrement, disant qu'il entendait parler de sauver le monde alors qu'il y a peu de temps, il travaillait dans un dépanneur. Il a renoncé à y penser pour l'instant et a décidé qu'il mangerait après sa douche. Pendant ce temps, Kimiji célébrait car il avait terminé sa carte mentale d'analyse pour savoir si Juyeon était vraiment cette personne. Selon son intuition brillante et son analyse brillante, Juyeon était définitivement le psychopathe, mais elle a admis qu'elle n'avait aucune preuve concrète et n'avait jamais rencontré le psychopathe en personne. Son frère lui a demandé pourquoi elle était si obsédée par ce type. Kimiji a répondu que ce camp spécial était si dangereux que même quelqu'un comme Hannes aurait pu y mourir. Elle a dit que si elle allait risquer sa vie, alors elle ferait de son mieux pour sauver le monde. Et pour cela, ils avaient besoin de quelqu'un d'aussi exceptionnel qu'un psychopathe dans leur groupe. Son frère a répondu que si elle voulait faire de son mieux, alors elle devrait arrêter de faire des choses irresponsables tout le temps. Texte. Mais malgré tout, Kim Ye-ji a décidé de poursuivre son analyse en utilisant toutes les informations dont elle disposait. Elle a dit qu'après avoir causé tout ce chaos sur l'île flottante et disparu sans laisser de traces, il était évident que ce psychopathe détestait être exposé. Malgré tout, elle pensait que son niveau ne devait probablement pas dépasser 40. Kimiji a commencé à chercher un camp de randonnée avec moins de monde. Comme Juyeon évitait les itinéraires de patrouille habituels, elle savait qu'il n'irait pas dans les camps les plus courants. Elle a fait remarquer à son frère qu'il semblait manquer d'argent et qu'il n'avait pas de voiture, il était donc probable qu'il se limite aux endroits accessibles par les transports en commun ou qu'il pouvait atteindre à pied. Peu de temps après, Juyeon s'est dirigé vers un nid d'araignée de randonnée situé à la périphérie de la zone métropolitaine. Le frère de Kimiji pensait qu'elle était folle, lui demandant comment elle avait pu savoir ça. Mais plus tard, il a dû ravaler ses mots car, oui, ils ont vraiment trouvé Juyeon exactement là où elle l'avait prédit. Juyeon a essayé de le dissimuler en disant qu'il était seulement là pour vendre des remèdes, pas pour chasser. Le frère de Kimiji était dans le doute, se demandant s'il était vraiment là juste pour ça. Kimiji, en revanche, a dit qu'il connaissait déjà la vérité. Elle a dit qu'elle comprenait pourquoi il le cachait, mais qu'il pouvait lui faire confiance et lui dire parce qu'elle savait déjà tout. Juyeon a répondu nerveusement qu'il était juste un simple guérisseur. Il a demandé pourquoi elle lui faisait ça. Kimiji a insisté, demandant s'il allait continuer avec ce mensonge. Son frère pensait que la situation ressemblait déjà à un raid de police et a fait une offre. Il a dit qu'il le paierait 500 $ s'il rejoignait le groupe. Juyeon a essayé de résister, mais le frère de Kimiji lui a assuré qu'il paierait sa dette, alors il a soupiré et a accepté. Juyeon a dit que s'il le payait juste 500 $, il entrerait, mais l'a averti qu'il devait d'abord aller aux toilettes. Kimiji attendait exactement ça. Son frère se souvenait qu'elle avait noté ce détail sur la carte mentale qu'elle avait faite de lui. Juyeon, pour sa part, pensait que maintenant on se souviendrait toujours de lui comme du gars qui avait besoin d'aller aux toilettes en premier. Plus tard, à l'intérieur de la grotte aux araignées, Kimiji lui a demandé, pour être honnête, elle a demandé directement si le mage qui s'était enfui avec l'objet de Kenal, qui l'avait sauvé, et qui est le même psychopathe, était lui. Juyeon est devenu extrêmement nerveux. Kimiji a dit que s'il était vraiment cette personne, elle voulait lui rendre l'appareil. Elle a également dit qu'après tout, elle faisait partie du monde des chasseurs et savait comment gérer des informations comme celle-ci, alors elle garderait tout secret. Juyeon pensait que la façon dont elle le disait, c'était comme si elle était déjà sûre de tout. Il semblait qu'il avait été démasqué pour de bon. Il était impossible de le nier. Alors il lui a juste demandé de ne le dire à personne d'autre. Kimiji a commenté que maintenant ça avait du sens. C'était vraiment lui. Pas étonnant que sa magie semble tellement plus puissante que la sienne. Juyeon a répondu en disant que ce n'était pas seulement l'équipement qui était bon, mais qu'il ne pouvait révéler ni sa classe ni son trait unique. Kimiji a dit qu'elle comprenait, mais était curieuse. Si la classe principale de Sima était magicien, elle voulait savoir quel livre de compétences il avait utilisé pour apprendre tout ça. Pendant ce temps, le frère de Kimiji s'est approché et a rappelé à tout le monde qu'ils étaient toujours dans un camp de randonnée. Suon, qui était payé pour ça, a dit qu'il allait ouvrir la voie et a tiré son épée flamboyante, ce qui a augmenté sa magie de 3 points. Kimiji a demandé s'il était un épéiste magique,
mais Juyeon a dit pas exactement. Il n'utilisait l'épée que parce qu'il n'avait pas de bâton, et il pensait que c'était la meilleure option puisque l'arme augmentait aussi sa magie. Il s'est ensuite préparé à commencer le travail et était excité de mettre ses nouvelles compétences à l'épreuve. Quand Kimiji a demandé s'il utiliserait de la glace au lieu du feu, Juyeon a pensé qu'en tant que maître des compétences, il pouvait mélanger une grande variété de pouvoirs. Il a utilisé une lance de glace combinée à du poison, ouvrant la voie avec facilité. Il a empoisonné un monstre avec une épée incrustée de glace, et quand d'autres araignées se sont approchées, il a utilisé le catalyseur du roi lézard. Cela a causé non seulement la mort des créatures, mais aussi leur pourriture complète. Il a conclu que le poison amplifié par le catalyseur s'était avéré très puissant. Il a également trouvé la magie de la glace très utile. Il pensait que s'il était vu en train d'utiliser une boule de feu, il pourrait attirer une attention non désirée. C'est pourquoi il préférait cette combinaison. Kimi a ensuite demandé s'il n'était pas, après tout, un mage de feu. Juyeon pensait que, techniquement, les dégâts de sa boule de feu étaient plus importants que le combo qu'il avait utilisé, mais il était toujours plus stratégique d'agir comme ça pour le moment. Kimiji a commencé à se demander qui il était vraiment. Plus tard, dans un simple restaurant, Kimiji buvait et a demandé s'il avait 27 ans car ils avaient le même âge. Ils ont trinqué leur chope, et Juyeon a pensé qu'il aurait juste aimé partir directement après la chasse, mais il était là. Puis il s'est souvenu du moment où il avait vaincu le boss de ce terrain. Il avait absorbé l'âme de la reine araignée d'un seul coup et pensait que c'était génial. Son test de combinaison de compétences avait été un succès. Cependant, Kimiji avait commenté qu'il n'avait pas reçu l'âme de l'araignée parce qu'il n'avait pas suffisamment contribué. Kimiji s'est plaint que Juyeon, en plus d'être payé, avait pris toute la contribution du camp pour lui et avait toujours l'âme du monstre rien que pour lui. Il a dit qu'à cause de ça, il leur devait maintenant beaucoup plus. Juyeon a répondu qu'il n'y avait même pas pensé, mais a dit qu'il allait offrir un repas à tout le monde. Il pensait qu'il allait beaucoup boire juste pour ne plus se souvenir de rien le lendemain. Juste à ce moment-là, Kimiji, déjà complètement ivre, a claqué sa chope sur la table et a dit qu'elle avait une offre formidable pour lui. Elle a expliqué que les monstres n'étaient pas le seul danger dans un camp. Comme cela s'était produit sur l'île de Kenul, beaucoup de gens ont fini par être impliqués dans des batailles PVP, tout par intérêt. Kimiji a dit que Juyeon était fort mais pouvait finir par être en danger. On ne sait jamais quand on peut se retrouver seul, entouré d'ennemis. Il a dit qu'il fallait se souvenir que parfois les gens pouvaient aussi être des monstres. Personne ne pouvait combattre l'armée de toute une guilde. Chasser seul était un risque sérieux. Elle a continué en disant que s'il voulait aller dans des camps de niveau supérieur, il aurait besoin d'un tank, d'une planification et de quelqu'un pour gérer les frais de vente des objets, qui étaient toujours un casse-tête. C'est pourquoi il offrait un contrat pour s'occuper de tout ça. Il n'aurait qu'à se concentrer sur la chasse. Elle lui a demandé ce qu'il pensait de l'idée. Juyeon a demandé si elle voulait vraiment signer un contrat avec lui, et Kimiji a dit oui. Elle ne voyait pas pourquoi pas. Kimiji a expliqué qu'il n'y avait pas beaucoup de bons utilisateurs sur ce marché, encore moins de personnes dignes de confiance, mais elle savait qu'il était puissant. Il a dit que maintenant il pouvait partager des secrets. Elle a commenté que si les monstres laissent des objets quand ils meurent, les gens laissent des noms. Elle ne pouvait pas atteindre le sommet toute seule et voulait mettre son nom à côté du sien. Elle a dit qu'elle préférerait mourir plutôt que de rester faible. Elle a poursuivi en disant que s'il signait le contrat, il aurait l'utilisation gratuite du bureau à côté de la plus belle femme du monde, selon elle en l'occurrence. Le frère de Kimiji, entendant tout, pensait que c'était trop autoritaire. Juyeon a commenté qu'elle était en fait vraiment jolie, et un silence gênant s'est installé pendant quelques secondes. Il a ensuite dit que l'offre était très bonne et qu'il ne pouvait pas refuser. Kimiji a répondu que c'était génial, donc tout ce qu'elle avait à faire était de signer le contrat. Son frère, embarrassé, lui a dit de s'asseoir et de manger. Il a ensuite été expliqué que la planification des camps donnerait la priorité à la demande de la partie A, qui dans ce cas était Juyeon. La partie B, Kimiji, s'occuperait de tous les besoins de la partie A en dehors de la chasse et de la vie quotidienne. Elle lui a tendu une carte et lui a dit de l'utiliser pour n'importe quoi. Elle a dit qu'elle s'occuperait de gérer tout l'argent qu'il gagnait grâce à la chasse et que s'il avait besoin de quoi que ce soit, il pouvait simplement lui parler. Juyeon a pensé que c'était plus qu'une bonne explication. C'était juste merveilleux. Il a même eu un endroit où loger, bien mieux qu'avant. Plus tard dans la journée, Juyeon a réfléchi à quel point ce contrat était vraiment incroyable. Chasser comme ça était beaucoup plus facile que quand il était seul. Avant, Juyeon avait évité Kimiji pour une raison, mais maintenant il devait admettre à lui-même qu'elle était vraiment très jolie. Avoir quelqu'un comme elle qui se portait volontaire pour être son manager le motivait énormément. Il pensait que n'importe quel homme à sa place serait envieux de cette situation. Plus tard, il a copié la compétence de frénésie sanguinaire. Et à sa grande surprise, elle n'est pas restée au rang SS comme il s'y attendait, mais a évolué directement au rang X. Il était stupéfait par cela et pensa que maintenant, il n'aurait plus jamais à revoir le visage de Lee Sung. Excité par sa nouvelle capacité, il décida également d'essayer sa lance de glace. C'est à ce moment qu'il se souvint des paroles de Kimiji, disant qu'il était vraiment très puissant. Avec cela en tête, il commença à analyser les probabilités et les combinaisons de ses capacités. Puis, quelque temps plus tard,
Il retrouva Kimiji et lui dit de se préparer car ils allaient à la campagne. Cette fois, il allait vraiment la porter. Alors qu'il se préparait, Juyeon réalisa qu'il commençait même à se détendre. La vie de chasseur ne lui semblait plus aussi lourde qu'avant. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains chapitres. Et si vous voulez soutenir encore plus ce projet, pensez à devenir membre.